Bienvenue dans le podcast Corps et Esprit, le podcast qui prend soin de votre santé physique et de votre santé mentale. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve à la capsule, le studio de tournage sur Paris, avec Meryl. On est au 16e épisode et aujourd'hui, on a un invité d'honneur, William. Comment vas-tu ? Je suis en super forme. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Ça Est-ce que tu peux te présenter peut-être ? Absolument. Donc, tu l'as dit, moi, c'est William. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Boku, B-O-K-U. Et j'aime dire qu'on est des laveurs de fesses, plus spécialement. Et concrètement, on vend des toilettes japonaises à la française. Et plus spécialement, on vend un produit qui vous permet de transformer vos toilettes classiques en toilettes japonaises en moins de 10 minutes et sans travaux. Et notre marque, ce qui fait la différence parmi tant d'autres, c'est l'humour chez nous. Ouais, on le voit à chaque fois qu'on avait dit, tu vois, on va tourner avec William de Boku, tout le monde dit, ah, j'adore leur pub. Quand on est parti à Dubaï, t'avais un succès de fou, mec, là-bas. Incroyable. La blague, Ouais. ils nous ont dit, tu sais, je me rappelle une fois, on était dans T'étais un la taxi, référence, ouais. voilà, le CEO de Boku, leurs pubs, elles sont trop bien et tout. On fait, ouais, on le connaît et tout. Incroyable. Jusqu'à Dubaï. Ah, génial. Comme quoi, Ouais, ça marque, ouais, ça ouais. marque les esprits, c'est important. Clairement. Et du coup, t'as fait plutôt ce business-là parce que justement, c'était une opportunité business ou vraiment t'as senti qu'il y avait un problème, toi, il y avait quelque chose qui te dérangeait dans les toilettes françaises. Tu t'es dit, bah là, il y a un problème de santé un peu plus globalement. L'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est-à-dire que Ouais. c'est cool d'avoir une bonne idée qui répond à un problème. C'est sûr. Mais si aussi bon, aussi intéressant que ton problème soit, s'il n'y a pas une traction du marché, s'il n'y a pas une opportunité, un momentum à ce moment-là, ça sert à rien de le lancer. Il y en a qui ont des super idées pour résoudre des problèmes, ils sont genre 10 ans d'avance. Et oui, donc c'est c'est ça. comme les peintres qui sont connus après leur mort, tu vois. Ouais. Bon, l'idée, c'est pas de faire ça. Et pour revenir un peu à la genèse, moi, j'ai eu l'idée de Boku à la sortie de mes études pendant le confinement. Et en gros, pendant le Covid, à Paris, il y a eu des pénuries de papier toilette dans pas mal de C'est magasins. vrai. Et moi, j'achetais le PQ pour mes grands-parents. Et c'était un peu compliqué du coup en termes de logistique pour plein de raisons. Et ils m'ont dit, bon bah en vrai t'inquiète, ça va, nous on a un bidet, ils ont une maison, on a un bidet à la maison, enfin on a toujours fait comme ça, pas la peine de venir nous rapporter du PQ, gardez-en pour vous. Et je me suis dit, ok, c'est cool, mais nous du coup on n'a pas de bidet. On n'a pas la place pour en avoir un, c'est pas sexy, j'ai pas envie d'avoir un bidet chez moi, chez mes parents. Et on n'a pas la thune pour acheter des toilettes japonaises à 3000 balles, faire des travaux et tout ça, machin, une galère. Et c'est là du coup que j'ai réalisé qu'il y avait un entre-deux dans le marché qui était mal adressé. Et un problème pourtant notoire et un envie commun en fait d'être juste plus propre de manière générale. Et la vérité, Sûr. c'est que si demain on n'a plus de PQ, il y a des gros problèmes. Et en m'intéressant en fait au papier de toilette, je me suis rendu compte que c'était un désastre écologique, que c'était une industrie maîtrisée par quelques grosses boîtes qui valent des milliards et donc le marché est très très serré. Et je me suis rendu compte en me posant des questions autour de moi que quand on arrivait à entamer un certain dialogue, beaucoup de personnes en fait se sentaient pas à l'aise avec l'idée d'utiliser que du PQ et aspiraient à plus, mais n'avaient pas de solution pour. Ok. Et c'est là où je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Et une fois qu'on a cette idée-là de répondre à ce problème d'hygiène, de pénurie de papier toilette, là, il faut faire une étude de marché. Donc, ce que j'ai fait pour s'assurer que, même si l'idée est bonne, est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'il y a un market fit vraiment? Est-ce que ton idée fit au ton market aujourd'hui même? Et en faisant une bonne étude de marché, je me suis rendu compte que oui, qu'il y avait de l'appétence. J'ai demandé aux gens littéralement combien est-ce qu'ils paieraient pour ce genre de solution. Donc, j'avais en fait toutes les informations avant de lancer la boîte. Enfin, trop bien. Franchement, c'est une trop bonne idée. Hein. Je pense que le bidet, toi, tu connais, et surtout pour les mecs. Hein. Pas dire, mais Ah oui, c'est vrai que bien sûr. Là, le c'est un vrai PQ, c'est sujet. vraiment pas le truc le plus hygiénique du tout. Donc, non, franchement, je trouve ça une trop bonne idée. Et t'as bien fait de demander un peu à tout le monde. Ouais. Ça, Au ça te début, rassure en plus. ça rassure. Il faut, en fait, il y a beaucoup de personnes, c'est con, mais elles n'osent pas se confronter au marché, à la réalité du marché. Ouais. Et tu as plein de personnes, c'est pour ça qu'elles bossent sur des projets pendant 6 mois, 1 an. Et en fait, elles en parlent un peu, mais pas trop, et elles veulent tout sortir à la fin, comme si elles savaient que dans le fond, c'était une idée de merde, mais elles voulaient pas l'entendre, tu vois. Et elles ne veulent pas lancer un premier proto, le montrer à ses potes, le faire tester et tout ça. Et c'est un réflexe assez naturel, en fait, c'est de la peur. La peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de faire n'importe quoi. Mais il faut se confronter à la réalité du marché. Il faut, dès le début, confronter son proto, confronter ses chiffres, se prendre des retours, même s'ils sont difficiles, pour s'améliorer. Parce que la vérité, il faut faire du test and learn. C'est le cœur de n'importe quelle boîte. C'est je sors un produit sur un marché, j'écoute le marché, j'écoute ce qu'il me dit. Il y a encore trop de personnes qui montent des boîtes un petit peu pour leur gueule, pour leur cul, et en fait qui oublient qu'on monte des entreprises pour répondre à des besoins de clients potentiels. Et c'est les clients potentiels qui doivent acheter nos produits. C'est pas nous, faut pas que ça nous plaise à nous. Et c'est la différence entre ce que j'appelle une boîte de cœur et un peu une boîte d'esprit. Voilà, on en reparlera plus tard, mais c'est un côté très émotionnel de l'entrepreneuriat qu'il faut essayer de mettre au côté le plus possible. Sinon, on prend des mauvaises décisions qui sont peu objectives. Et c'est pour ça que se confronter au marché, se confronter aux chiffres, c'est hyper important. C'est marrant que tu dises ça parce qu'on a eu le discours l'autre jour, tu sais, avec la marque de compléments. Parce que en fait, on se rend compte que, comme on va quand même vendre aux entrepreneurs, ils veulent des choses en particulier. Et nous, on sait que c'est pas forcément le mieux pour la santé. Et en fait, on va devoir être dans un entre-deux bizarre entre est-ce que on dit non, mais on all-in sur la santé, et si vous voulez ça, on le fait pas parce que c'est pas bon pour la santé,
Ou est-ce qu'on se dit, bon, ben, ok, tout le monde veut une gummies avec un petit goût fraise à mâcher pour la vitamine C, tant pis, il y aura des édulcorants, mais si tout le monde veut ça, vaut mieux que ce soit nous qui le fassions qu'une marque concurrente. C'est ça. Tu Mais vois surtout, il faut leur offrir le meilleur de ce qu'ils veulent. C'est En ça. fait, c'est ça. Ouais, Ce c'est sera ça. pas toujours le meilleur de ce que vous voulez, mais ce sera le meilleur de ça. ce qu'ils veulent. Et ça, Exact. ça fait la différence. S'ils veulent du gummy, ils veulent de l'édulcorant, on va trouver le meilleur, le plus sain, le machin, le truc, et on leur fait la Français, formule qu'ils veulent. etc. Sinon, vous faites Ouais. une boîte pour vous. C'est Sinon, ça. vous faites pour vos consommations. Et là, C'est c'est ça. très T'imagines Vous pouvez monter une boîte pour juste vous faire kiffer, tu vois. Mais Ça je va veux être dire, compliqué après. ça va être compliqué. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'envoyer des typeforms, des sondages, des machins, de Ouais. poser des questions, de faire des calls avec carrément les personnes. Et c'est intéressant parce que ce travail-là, vous l'avez quasiment déjà fait en amont avec toutes vos personnes qui sont coachées avec vous. Ouais. Vous savez ce qu'ils veulent, vous savez de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Et vous avez vraiment pris pour moi la corde par le bon bout, si puis-je dire. Parce que vous avez la data avant de monter la boîte. Il y en a beaucoup qui montent la boîte sans la data. On a tout. Bah, nous, on a tout. Ouais, Enfin, on vraiment. interroge c'est- pas mal c'est de ça. personnes et c'est Les- hyper les- important. Quand on a annoncé le projet, les gens ont dit, mais il y en a quelques-uns qui ont dit, mais vous avez fait une étude et tout. Je crois que t'as pas compris, ça fait 5 ans que je fais l'étude, en fait, inconsciemment. C'est ça. C'est ça. C'est encore plus que ça, bien évidemment. Mais oui, Bien oui. sûr, bien sûr. Bien Ah sûr. oui, non, mais vous êtes, c'est la bonne direction. Mais tu as parlé de bidet tout à l'heure, toi Mm. aussi, du coup, tu as rebondi. Je trouve que c'est un vrai sujet parce que les bidets, ça a été inventé par les Français. Et en fait, moi, j'en ai à la maison parce que je suis italien, toi aussi. En Italie, le bidet est utilisé par tout le monde. Et je me rappelle, tout le monde disait, c'est ridicule, le bidet, c'est bizarre, tu te laves les fesses, tu te laves les pieds dedans et tout. Et je suis en mode, ouais, mais déjà, comme tu dis, écologiquement, le papier toilette, C'est une aberration. voilà, et génétiquement, enfin, d'un point de vue de l'hygiène, Pareil. sans faire les détails, voilà, c'est Ouais. pas le top. Mm. L'eau, en fait, les mecs, l'eau et le savon, tu vois, c'est très bien. Absolument. Mais à travers le monde, il y a plus de 70% de la population qui se lave à l'eau. C'est un fait. Ah oui. T'as 70% des humains qui se lavent à l'eau. Et en Europe, en France, en Europe un peu moins, mais en France, on se dit très propre, très machin, très poli et tout, mais en fait, on a un vrai décalage par rapport à l'hygiène. Et à Dubaï, vous avez bien dû le voir d'ailleurs. Ah Il y a oui, beaucoup oui. de douchettes, de toilettes japonaises, tout ça, bien sûr. En fait, c'est naturel. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs de plus en plus. Il y a plus de toilettes japonaises aux US qu'en France, par exemple. Et c'est ce qui se passe, aux US et ce qui se passe en Asie, dans les pays développés, arrive en France et en Europe avec 6-7 ans de décalage. Mais nous, c'est un peu le pari qu'on fait. On sait que ce genre d'innovation, en France, finiront par arriver et que d'ici 30-40 ans, en fait, les toilettes japonaises en France, ce sera quasi une norme. Parce qu'on veut tous consommer de manière plus responsable, on veut tous faire des économies, on veut tous une meilleure santé et plus d'hygiène. Et les infrastructures francophones sont vouées à évoluer en termes de technologie. Et les toilettes japonaises, c'est qu'une suite logique. C'est comme les voitures électriques, plus ça va, plus on y arrive. Alors qu'il y a 10 ans, c'était une folie pour nous. Une Ouais, folie. c'est clair. Donc, Ouais, la douchette, justement, ouais, d'accord il y a avec ça. toi. Mais par rapport au bidet, il y a un sujet aussi, c'est... Donc, effectivement, c'est les Français qui sont à l'origine de cette invention. Il y a quelques petits prototypes parallèles dans d'autres pays, mais bon, ça arrive. Et en gros, il y a eu un vrai... les Français ont arrêté d'utiliser les bidets à une certaine période, puisque c'était un produit qui était utilisé par les prostituées quand il n'y avait pas de moyens de contraception, autour de la Renaissance, pour en fait se laver et éviter de tomber enceinte. Et en fait, ça a pris du coup Un mauvais tournant. Ah, je sais un même pas. mauvais chef. tournant, et Ok. ça a été mal vu par la population d'avoir ça. Et puis avec le temps, c'est devenu désuet parce que trop de place, trop de ci, trop de ça. Et aujourd'hui, les plombiers, ils en enlèvent des centaines par semaine. Nous, on a des plombiers au téléphone, ils passent leur temps à enlever des bidets parce que ça prend de la place, c'est pas sexy. Les gens veulent une belle douche à l'italienne, ce que je comprends, et pas un vieux bidet un peu curieux, quoi. Un peu Donc, que- les gens savent plus que ça, ils pensent que c'est un pédiluve, ils comprennent pas, ils vont se mettre devant, derrière, dans quel sens on se met. Enfin, c'est un vrai sujet. Ouais. C'est top. Tu vois, on avait parlé en off avec Meryl, on se disait, toi, t'es un mec, t'as la pêche. C'est plaisir parce qu'on parle, on sent que t'es vivante, t'as l'énergie. Ouais. Et comment tu fais pour avoir autant d'énergie tout en vivant relativement un peu en décalé? Je sais que tu bosses souvent le soir. Sur Instagram, des fois, tu mets des petites stories back to work à 4h du mat. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie en étant autant décalé avec ton rythme naturel du corps? Intéressant. Merci. Quand on... non, parce que c'est un vrai sujet. Quand on dit décalé, on a tendance à penser du coup que genre, je peux bosser de 11h midi à 2h du matin. Mais en fait, non, je bosse depuis le matin jusqu'à tard le soir. Je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis rendu compte que ce n'est pas en dormant plus qu'on est plus en forme. C'est-à-dire que j'ai des amis, ils se poussent des fois à dormir 10-11 heures. Ah oui. Ah oui, bah, ça. Et ou faire des vraies nuits minimum. Bon, 9 heures, c'est encore autre chose, mais 9, 10, 11 heures. Et ils se disent, plus je dors, plus je suis en forme. Ah oui, Mais d'accord. en fait, oui, oui. Ouais, là, pas c'est- nécessairement. Et je me suis rendu compte qu'en dormant 6-7 heures, j'étais très efficace. Et j'étais parfois plus en forme en dormant 7 heures, voire un peu moins, qu'en en dormant 9. Parce que par rapport au cycle de sommeil, il en faut un certain temps, il en faut un certain nombre, il ne faut pas en dépasser un, il ne faut pas se réveiller au milieu d'un autre. Bon, bref, moi, en dormant moins, je suis plus en forme. Alors maintenant, je suis partisan de... Donc voilà, l'énergie, on ne la récupère pas qu'au travers du sommeil, on la récupère aussi au travers du sport, par exemple. Je sais que vous êtes très sportif, j'essaye de l'être également, et je récupère aussi de l'énergie au travers du sport. Et je pense qu'il y a une intime corrélation entre la motivation que tu as après, avant ou pendant que tu fais du sport et ton état de fatigue.
Et pour moi, c'est un moyen un peu qui passe par la psychologie de récupérer de l'énergie en faisant du sport, en vivant également des mouvements, des moments sociaux, ce genre de choses, en allant à des événements. En fait, c'est une sorte d'énergie que tu récupères qui vient pas du repos, mais qui vient de ce que j'appellerais de la motivation, tout simplement. Et quand tu cumules ça avec aussi une bonne alimentation, je dirais pas que j'ai la meilleure, mais en tout cas des compléments alimentaires que je prends pas mal pour être en forme de manière générale, en fait, j'arrive à trouver une sorte de compensation où je travaille beaucoup. Mais je pense que si j'avais pas beaucoup, par exemple, j'aurais pas la motivation de faire tout ça, de dormir aussi peu, d'être hyper actif de manière générale. Et c'est une pression que je me mets volontiers. Quand on est entrepreneur, on se met une pression, on l'accepte et c'est avec plaisir qu'on vit un peu cette traction entrepreneuriale. Et c'est ce qui nous permet pour moi d'être un peu des super-humains qui bossent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, c'est un rythme en tout cas qui me va. C'est intéressant. Mais oui, comme tu dis, je pense que comme tu as une vraie mission de vie, tu as un truc qui te drive tous les matins, forcément, c'est plus simple. Le matin, tu te réveilles, tu sais quoi faire, tu as de l'énergie. Ouais. Tu sais que ce que tu vas faire, ça te fait plaisir aussi, donc tu vois pas comme une corvée. Et ton énergie, c'est pas la même. C'est pas comme si tu devais te lever le matin et te dire j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie. Bah, t'as beau dormir 8-9 heures, bah forcément, t'auras pas l'énergie qu'il faut. Après, c'est sûr que dormir plus que 9 heures, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Même scientifiquement parlant, ça a été prouvé que plus de 9 heures, ça sert à rien. Okay. Généralement, c'est entre 7h30 et 9 heures, c'est un bon rythme. Okay. Si tu as besoin de moins, bah, tant mieux. Peut-être que c'est ton rythme à toi. Même si après, il faut voir tout ce que tu fais au quotidien. Si tu as des temps pour toi où tu arrives à te reposer et du coup, tu te dis, bon, bah, si je récupère un peu plus, je peux dormir moins parce que tout le reste, je gère. Mais non, franchement. Mais tu as dit un truc intéressant, c'est je récupère aussi socialement. Au ouais. début, quand tu me disais je dors moins, je m'attendais à 4 heures. Vraiment, je m'attendais à 4 heures. Non. Et en fait, je pense que du coup, quand t'es entrepreneur, t'es aussi sous adrénaline tout le temps, tu vois. Ouais. Et t'as ce truc, du coup, des fois, c'est dur de fermer les yeux. Donc, en fait, ça nous fait tenir. Et d'un coup, on est hyper fatigué. On va y revenir après. Et tu peux avoir des moments un peu plus de down. Mais ce que tu viens de dire, socialement, on récupère, c'est hyper important parce que la récupération, c'est pas juste dormir. C'est aussi comment je me nourris de l'énergie des autres. Ouais. Comment je me nourris des belles choses de la vie. T'es motivé par ton travail. Tu dors bien, tu fais du sport, tu prends des compléments. Et t'as un entourage de qualité. Comment ne pas être en forme à 24 ? C'est ça. Alors, au-delà des gros problèmes de santé un peu héréditaires qu'on peut avoir, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ma motivation, en fait, un jour, j'ai eu une réalisation, et je me demande si je suis le seul à l'avoir ou pas. En gros, je l'ai d'abord eu au travers du sport, et après, je l'ai eu par rapport au business et à l'accomplissement de soi. En gros, souvent, je vais à la salle avec des copains qui n'y vont pas. Enfin, n'y vont pas dans le sens où ils n'y vont pas souvent, et je les coach un peu, je les motive. Et je lui dis, voilà, écoute, bah là, on va faire 10 répétitions. Ensuite, on en fait 10 à moins de poids. Enfin, on fait un drop set, donc on descend en poids pour vraiment cramer le muscle sur certaines parties du corps. Il me dit, ah non, j'en peux plus. Je dis, ok, bah fais ton max. Ok, il en fait 6, 7 à la dernière série, intéressant. Et je lui dis, ah, t'en peux vraiment plus du tout. Là, il me dit, non, j'en peux plus, franchement, impossible. Et je lui dis, mais pourtant, je sais très bien que là, si quelqu'un arrive avec un flingue et qu'il te le met sur la tempe et t'en demande d'en faire 50, et bah tu vas les faire, les 50. Et il n'y a rien il n'y a aucune différence physiologique entre, il n'y a pas de choses qui rentrent en toi de différent ou quoi, entre le toi qui arrive à en faire 6 et le toi qui arrive à en faire 50, si ce n'est la motivation. Et la motivation, c'est à toi de la maîtriser. L'adrénaline, c'est à toi de la maîtriser. Il n'y a que toi qui peux décider. Donc, c'est à toi de formater ton cerveau et de dire que tu peux aller plus loin si tu prends la décision de le faire. C'est ça. Et pour moi, c'est pareil sur le business. Et je sens que tu as envie de rebondir là-dessus. Non, mais c'est la phrase que je dis à mes clients. Ok. Ouais, Mathieu, tu as fait 8 reps. Je t'ai dit 10. Si j'étais avec un flingue sur la tempe, t'aurais fait 10. C'est drôle parce qu'en fait, c'était même la phrase qui était dans mes études, écrite sur le cours. Incroyable. Elle était vraiment écrite. Incroyable. T'as quelqu'un, t'as une pression à côté de toi. Ouais. Comme il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui te met une pression, forcément, tu te dépasses, tu veux faire le meilleur. Et quand tu es tout seul, enfin, on le voit, hein, quand on s'entraîne tout seul, on fait beaucoup moins que ce qu'on pourrait faire. Parce que, bien sûr. Faut aller, là, c'est bon, on fait le minimum, quoi. De toute façon, on est flemmard de base, donc on fera toujours le minimum. Exactement. Mais ça, je l'ai découvert en soirée, comme un gros débile en faisant un concours de pompe pour la première fois. Et moi, quand je faisais des pompes à la salle, bon voilà, j'en faisais genre une vingtaine, 20, 25, des séries de 25. Et à une soirée, donc comme des débiles, on part sur un concours de pompe. Normal. Et genre, j'arrive à genre 74, 75. Un truc que j'avais jamais fait de ma vie. Parce que socialement, voilà, tout le monde est là, ouais, go, go, go. Et tu dis, mais pourtant, il y a 2 jours, j'en faisais 20, 25 maximum. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la motivation. Et pour moi, au travers du business, c'est la même chose. Je suis intimement convaincu que si tu prends 2 personnes, tu leur donnes la même éducation, les mêmes moyens financiers, la même famille, la même géographie, même tout ce que tu veux, mêmes études, en fonction de la motivation, il y en a un qui va, bosser dans une entreprise classique, qui va être bien content, mais il va pas accomplir plus que ça. Et t'en as un autre qui va devenir multimilliardaire. Ouais. C'est qu'une question de motivation. C'est une question d'envie, d'ambition, d'aller plus loin, de creuser et d'y aller. Et un humain, biologiquement, les humains sont composés de la même manière. T'en prends 2 en bonne santé, t'en as un qui peut être richissime et un autre très très pauvre. Et c'est qu'une question de choix.
Et j'avais vu ça, la première fois que j'ai réalisé ça, bon, c'est pas un film que je me cite tellement en exemple, mais Le Loup de Wall Street, c'est un peu ça. C'est l'histoire d'un mec qui avait pas grand-chose, Ouais. mais il a compris qu'il pouvait avoir beaucoup s'il s'en donnait les moyens. Et des success stories de mecs qui se rendent compte que, en fait, ils sont pas moins bien qu'un autre, il y en a beaucoup. Et ces mecs-là vont très très loin. Donc pour moi, le business, le sport, c'est intimement lié. C'est une question de volonté, une question de motivation. Et je pense que ça peut amener les gens très très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ouais, je pense que du coup, en plus, tu peux faire ça de nombreuses années sans te cramer non plus, parce que c'est tellement un équilibre parfait Ouais. que du coup, en fait, il faut trouver l'équilibre, parce qu'il faut pas non plus, je pense, tout ce qui est fast life, hein, forcément, tu es à Paris, tu as envie de faire plein d'événements, etc. Mais en même temps, si tu as tout ça qui t'équilibre, bah, tu peux tenir sur le long terme, mais sans problème et sans trop te cramer, quoi. Trouver l'équilibre, normalement, c'est pas facile. Moi, je Non. considère que je l'ai pas du tout trouvé. Oui, Ça fait 2 justement, ans, je trouve que j'ai pas d'équilibre. C'est Ouais. pas équilibré encore. Tu sens que c'est trop va tout, enfin, ça Bah, va trop vite, quoi. Beaucoup de choses vont très vite, mais je travaille beaucoup. J'arrive pas à faire autant de sport que je voudrais, mais quand j'en fais, j'en fais bien. Ça m'arrive enfin, je sors beaucoup aussi. Genre, du coup, je compense avec le fait que je travaille. Comme je travaille beaucoup, je dois beaucoup aussi me détendre. Et ça me laisse pas beaucoup de temps, des fois, pour voir ma famille ou faire des événements un peu plus familial, quoi, genre de choses. Mais je me rends compte que je subis encore trop ma vie au quotidien par rapport à ce que j'aimerais avoir en termes de rythme. Je me rends compte que j'aime bien ça aussi, mais je sais que l'équilibre parfait, je s'en suis très très loin. Et des fois, il y a des petits rappels de la vie, quoi. Non, c'est un vrai sujet parce que tu vois, je pense que plus tu travailles, plus il faut à côté être capable de te récompenser, tu vois. Dans le sens où, c'est notre cher ami Baptiste Noël, un expert en neurosciences qui dirait ça, c'est qu'en fait, l'entrepreneur, il faut qu'il se récompense de fou, tu vois. Et je prends l'exemple, tu peux pas gérer une boîte. T'as fait combien de commandes depuis le début sur Boku, par exemple? On a fait plus de 100 000. Voilà, plus de 100 Bravo. Merci. Plus de 100 000 commandes. Et à côté, te dire, bon, j'ai personne qui peut m'aider à la maison, sur le ménage, sur la cuisine. Tu vois, il faut peut-être trouver, je sais pas, des services de livraison, un diététicien privé, des choses comme ça. Et te faire kiffer. Je sais que toi, t'as un truc que t'adores faire. Enfin, que t'adores faire. Je t'ai vu le faire plusieurs fois. C'est, tu vas à Bruxelles, dans un hôtel en particulier avec un sauna que t'aimes bien. C'est vrai. C'est ta petite récompense, ça aussi, de te dire, allez, je suis au 50e étage. Ouais, exactement. Je pense que c'est important de se récompenser, de prendre du temps pour soi. Et c'est vrai que cet hôtel à Bruxelles, j'y vais quand soit il y a vraiment un truc qui va pas pour me poser et tout. Mais souvent, oui, c'est plus c'est de la récompense et du temps pour moi. Et avant, j'y allais accompagner, maintenant j'y vais seul. Ça prend une autre dimension, mais c'est important d'avoir ce reward. Et je pense que ça s'équilibre, en fait. C'est comme tout, quand tu bosses beaucoup, voilà, il faut que tu... Enfin, il faut. Pour moi, c'est naturel, en fait. Tu bosses beaucoup, ton corps a besoin de beaucoup de récompenses, de repos, ce genre de choses. C'est un équilibre. Malgré tout, on a besoin d'être récompensé pour son travail. Je pense que c'est se mentir à soi-même, de se dire qu'on bosse que pour soi. On a besoin de communiquer autour de ça, on a besoin d'avoir des retours des clients, on a besoin de voir que l'entreprise génère du chiffre d'affaires, on a besoin de voir qu'on a un impact et qu'on fait la différence sur quelque chose. Pour moi, personne n'est assez humble pour faire un truc uniquement pour soi. Enfin, pour moi, c'est incompatible. Et je pense que c'est ça, de chercher un certain reward à un certain degré, de voir que pour vous, vous faites la différence sur la santé de centaines de personnes, de voir que vous réussissez à construire une entreprise de compléments alimentaires remarquable. Je pense que même pour vous, physiquement, de voir que vous êtes en forme, c'est important. Et c'est important aussi de le montrer, c'est important d'avoir des retours, de voir des gens qui disent « Waouh, c'est génial ce que vous faites ». Pour moi, c'est important et c'est bon. Et pour moi, c'est sain, c'est naturel. C'est sûr. Et ça me fait penser, c'est que tout à l'heure, tu as dit la vie, des fois qu'on n'a pas l'équilibre, nous le fait savoir. Ouais. Je pense que du coup, tu es bien passé pour le dire. Tu as eu un petit souci il n'y a pas très longtemps de santé. Est-ce que tu penses que c'est dû à ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Ouais. Je suis du genre à pas tout à fait écouter mon corps. Je suis très fonceur, c'est-à-dire que j'exécute tout ce qui est exécuté et je me lève pas le matin en me demandant comment est-ce que je peux aller ou l'état mental ou la santé, tout ça. Et je fais. En fait, il faut faire, on exécute. C'est qu'on a un plan, on l'a décidé dès le début, donc on le suit, on le follow et go. Et c'est un peu comme quand on est dans une bataille et qu'on peut se prendre une balle. En fait, on a beau se prendre une balle, on est tellement dans l'adrénaline, dans le champ de bataille qu'on s'en rend pas forcément compte. Pareil pour l'entrepreneuriat, on ressent pas forcément la fatigue. Mais t'as un objectif, faut y aller, quoi. Exactement. Et c'est comme quand t'es en vacances, des fois tu peux dormir à 3-4 heures, tu te réveilles, mais t'es en vacances et t'es en super forme parce que t'es en vacances, tu te rends pas compte de la fatigue et tout. Et typiquement, moi, ça fait 2 ans que j'ai monté Boku. Je bossais dessus avant déjà, mais on va dire 2 ans depuis que Boku est lancé. Et même quand je prends des vacances, je suis toujours connecté avec mon WhatsApp. Normal. Je suis toujours à valider les trucs des équipes et tout ça. Il n'y a pas un monde où genre, je suis vraiment en full vacances, déconnexion 100%. Et là, je suis parti à Montréal pour les fêtes, pour le Nouvel An. Et j'ai eu un problème avec mon forfait. J'avais genre 0 réseau et impossible de résoudre le problème avant de revenir en France. Donc, on m'a imposé une coupure totale et quasi continue, sauf le moment où j'étais à l'hôtel, mais c'était assez rare. Au-delà de dormir, on était souvent dehors.
Et donc, on m'a imposé en fait une pause. Donc, première fois que mon corps ne vit pas une tension, une pression constante, que j'aime bien, hein, mais qui naturellement se pose et là, quoi. Et je tombe assez souvent malade des amygdales, je chope souvent des angines blanches et tout ça, ce qui a priori n'est pas normal, mais ça, je le savais pas. Ah oui, bah oui. Ouais. Et moi, j'en ai genre une dizaine par an, et t'es pas censé avoir 10 angines blanches par an, a priori. Non. Bon, premier scoop pour moi. Donc j'en attrape une comme à mon habitude à chaque fois quasiment que je pars en vacances à la fin du séjour parce que je fais un chaud-froid avec un sauna et tout ça. Bon, ça arrive. Et je me rends compte que je commence à avoir quand même pas mal de fièvre sur la fin du séjour, ce qui n'est pas à mon habitude. Je rentre en avion parce que c'est prévu. Et dans l'avion, c'est un avion de nuit et je passe la pire nuit de ma vie. Et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Genre, mal dormir en avion, ça arrive, mais à ce point-là, c'est quand même curieux. Et j'arrive en France à 10h du matin, j'appelle les SOS médecins, ils viennent. Et en fait, j'ai genre 42 fièvres. Et je suis vraiment dans le mal, quoi. Bon, ils me donnent des médicaments. La fièvre ne baisse pas, ils reviennent le soir même. Et en fait, j'ai des énormes douleurs ici à l'œsophage, à l'estomac. Et j'arrive plus à boire et plus à manger du tout. Et c'est arrivé comme ça en une journée. Donc ils reviennent le soir même, ils me donnent du tramadol, des antidouleurs, enfin des trucs assez puissants. Et en fait, j'apprends que j'ai ce qu'on appelle une édinophagie, si je ne me trompe pas. Et en gros, c'est ton œsophage, bon, grossièrement, on va dire qu'il fait ça. L'œsophage, c'est ce qui relie la gorge à l'estomac, c'est la nourriture et l'eau passe. On va dire qu'il fait ça en diamètre. Et là, genre, il passe à ça, tu vois. Et en fait, il s'inflamme. Et c'est dû à donc, une angine qui dégénère, les amygdales sont infectées, et ça inflamme tout l'œsophage. Et en fait, tu ne peux plus manger, parce que physiquement, tu ne peux pas, ça ne passe pas. Et tu ne peux quasiment plus boire non plus. Et donc, même boire de l'eau était d'une douleur extrême pour moi. Et quand je dis extrême, j'ai déjà été malade, mais c'était extrêmement intense, malgré les médicaments. Et ce qui se passe dans ce moment-là, c'est que tu ne peux du coup plus manger, plus boire. Et donc, j'ai passé 6 ou 7 jours consécutifs sans pouvoir rien manger, boire un petit peu, mais rien manger, avec genre 39,5 de fièvre. Ah ouais. Et en fait, dans ces moments-là, quand tu es très malade, quand tu as autant de fièvre, ton corps cherche à se réparer. Pour ça, il a besoin de nutriments, il a besoin d'énergie. Mais comme tu manges pas, il va l'épuiser directement dans la graisse. Mais dans ce moment-là, pas que dans la graisse, ce sera trop beau, aussi dans les muscles. En fait, il va chercher des nutriments partout là où il y en a. Et du coup, j'ai perdu plus de 10 kilos en 6-7 jours. Ah ouais. Et je les ai pas récupérés. Et en fait, c'est ton corps, bon, il se stabilise. Si tu fais du sport, si tu t'entretiens, bon, tu restes à un certain poids. Puis si tu en fais plus, tu redescends, quoi, on va dire. Et du coup, je suis revenu littéralement à mon poids avant que je prenne le sport et que j'en fasse sérieusement. Donc, et physiquement, je le vois, j'ai perdu en gras, mais j'ai perdu en muscle aussi. Et ça a été le premier, du coup, rappel de mon corps qui me dit ok, il faut se calmer. En fait, mon corps a vu l'opportunité de vraiment tomber malade parce qu'il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de motivation à rester en forme, on va dire, au-delà de normal. Et du coup, il est vraiment tombé malade. Et c'est toujours très frustrant et très déroutant de se rendre compte qu'on est limité par son corps, surtout en tant qu'entrepreneur. Mais quand tu tombes malade, mais c'est d'une frustration sans nom et tu te dis, mais putain, mais en fait, la santé, c'est vraiment tout. C'est tout. Ah bah oui. Et il y en a qui se disent, moi par exemple, je me suis plusieurs fois fait la réflexion, j'ai eu pas mal de vidéos de gens qui se remettent du cancer, ce genre de choses, et qui se battent, qui se motivent, et d'autres qui arrivent plus ou moins bien, et je me dis, mais moi si j'ai un cancer, par exemple, je me battrai à fond, enfin j'arriverai à faire du sport, à me remettre en forme et tout. Mais la vérité, c'est que en fait, ça fonctionne pas du tout comme ça, c'est pas une question de motivation. Des fois, ton corps juste te permet pas du tout d'être opérationnel. Et t'as très peu d'impact dessus. Donc une de mes résolutions pour 2024, c'est d'éviter déjà que ce genre de choses arrivent, et de peut-être m'habituer à une pression moins élevée pour retrouver un rythme plus sain. Et j'essaye, en tout cas, mon corps me dit c'est quand même chaud de ne pas passer 2 ans comme ça. Donc peut-être faire descendre la pression. Je ne sais pas encore comment jauger ça. Mais du coup, effectivement, si tu n'as pas d'équilibre, dès que tu montres une faille, en fait, là, ton corps, tout s'engouffre. Ton corps s'engouffre là-dedans et ça peut devenir très vite compliqué, quoi. Non, mais c'est déjà merci d'être livré comme ça. C'est hyper intéressant parce que comme ça, moi, tu vois, la solution, je dirais peut-être de temps en temps prendre 2-3 jours. Comme ça, si ton corps il lâche, tu te dis ok, là il m'a mis un petit coup de rappel, tu as petit chassé-croisé, puis après tu te dis je repars parce que là, du coup, ça se trouve, ça faisait 2 ans. Il voulait te dire faut que tu te poses un jour, il les a accumulés et t'as pris. T'as pris cher pendant un long moment, quoi. Ouais, ça doit être ça. Alors que tu te dis, bon, 1-2 jours de temps en temps, tu perdras moins de temps du coup sur un autre. Ouais, mais prendre c'est aussi une de mes envies, c'est de prendre quelques week-ends par-ci, quelques week-ends par-là pour instaurer des temps de pause plus fréquents et moins éloignés pour lisser un petit peu le sentiment de repos sur le trimestre, sur le mois et compagnie, quoi. Ouais, c'est parti des pistes. Là, tu disais par exemple que tu n'arrivais pas à complètement déconnecter. Je sais pas, moi, c'est un truc qui me dérange pas de complètement déconnecter. C'est juste qu'il y a des choses qui sont plus ou moins stressantes. Par exemple, gérer des clients et créer du contenu, c'est pas stressant. Enfin, franchement, c'est pas stressant. Par contre, je sais pas si tu lances une grande campagne de pub, tu gères tes équipes de prospection, de vente et tout. Là, déjà, si t'as plus cette notion de ok, les gars, vous avez foiré, le mec, il a pas été signé.
Alors qu'en vrai, tu vois, gérer les clients sur les programmes sportifs et nutrition, c'est tellement un plaisir que je le vois pas comme une pression. Mais par contre, tu vois, il y a des jours, des fois, on fait un semi-off, c'est-à-dire qu'on fait que les tâches qu'on aime à Ok. 100%. Et donc, on se dit, bon, ben, tu vois, ça peut être un podcast, genre, c'est pas stressant. Ouais, non. Enfin, tu vois, on est Ouais, trop bien. c'est chill, ouais. Merci la capsule. On peut répondre, enfin, tu vois, on peut faire que des trucs sympas. Ça reste du taf, mais on a tellement zéro pression que. Ouais, ok, Et intéressant. puis, tu vois, ce soir, par exemple, on va, quand chez nous, on a un petit événement, on va rentrer tard, il y a zéro stress. On va juste regarder une émission avec, qui fait mon associé avec d'autres personnes. Ouais. Oui, Le c'est corps vrai. est pas stressé, tu vois. Hmm. Par contre, ce qui est dangereux, c'est qu'on peut avoir du stress là-bas. Imaginons, je dis une bêtise, un mec qui dit, ah ouais, je suis au courant de votre boîte de compléments, j'ai un pote qui fait la même chose. Et là, d'un coup, par contre, ça part à l'inverse, tu vois. C'est, oh putain, je l'avais pas vu venir, celle-là, ça Ouais. me tend. Donc en fait, faut augmenter. C'était Artie, quand il est passé en podcast, il dit le stress, c'est comme un lavabo. Il faut augmenter la taille du lavabo pour être capable de résister au stress, pour en fait faire face à toutes les situations, que ce soit un problème de carte SIM, un problème de santé, un Ouais. événement que t'as pas prévu, quelque chose qui est hors de ta portée. Tu vois, là, t'as parlé de famille et tout. Demain, on t'appelle. Ouais, ton père est décédé. Ah putain, j'avoue, j'étais pas prêt à cette éventualité, tu vois. Ouais. Et là, tu te dis, ok, putain, la vie, elle fait quand même ce qu'elle veut, quoi. Ouais. Ouais, c'est trop dommage de tout gâcher. Mais tu vois ce que tu as dit, dès que tu te relâches, ton corps te fait le savoir. Et généralement, les gens, quand c'est les vacances de Noël, comme quasiment tout le monde a les vacances de Noël, tout le monde tombe malade. Mais Ouais. pourquoi? Parce qu'en fait, tout le long d'année, t'es à fond, t'es à fond, t'es à fond. Du coup, bah là, tu peux enfin te reposer. Bah, ton corps, il se dit, bah, j'en profite, il se passe rien, boum, bah, tu tombes malade. Et souvent, c'est que les gens, en fait, à partir de cette période-là, ils se rendent compte que tout ce qu'ils font durant l'année n'est pas bon et que le seul moment où ils peuvent relâcher, bah, ils tombent malades, donc ils Ouais. profitent même pas de ce repos parce que ton corps doit reprendre de l'énergie, se requinquer et tout. Et tu te dis, c'est fou. Vraiment, le corps fait savoir les choses, donc c'est important de bien le faire Ouais. tout le long de l'année, quoi. C'est pas juste à une période. 1000%. Je fais quand même une grosse différence entre la pression et le stress. Oui, Oui. Pour moi, le stress vient uniquement d'événements sur lesquels tu as un impact et tu fais rien pour que ça s'améliore. Mhm. En gros, le stress, c'est j'aurais pu faire ci, mais je l'ai pas fait, donc j'ai ce forcément. problème-là. Et c'est un stress que je sais que ça arrive, je sais que j'aurais pu changer les choses, mais j'ai pas réussi à le faire, ou même là, je ne le fais pas encore. Donc ça a un impact psychologique parce que tu sais, c'est un regret, tu sais que ça arrive. Parce que quand tu sais que tu peux rien changer à quelque chose, bah en fait, tu peux pas stresser pour un truc sur lequel tu n'as aucun impact. Dans tous les cas, ça arrive. C'est comme ça. C'est bon, bah l'immeuble va être détruit, bon, bah, il va être détruit. On dit que j'aurais dû mettre des piliers pour qu'il soit pas détruit. Bon, bah là, c'est un stress, tu vois. C'est je peux peut-être encore le mettre, mais j'ai pas le temps de le faire. Là, c'est un stress. Jusqu'au moment où le problème arrive. La pression, pour moi, c'est je veux faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année-là. Donc, je me mets la pression pour les faire. Et c'est pas un stress, c'est une pression. Et c'est une bonne pression. Du coup, il faut faire tant de coaching, il faut vendre tant de pilules, il faut faire tant de trucs. Genre, voilà, je veux cette année, mettons, un truc intéressant peut-être pour vous, je sais pas, je veux faire prendre genre 100 kilos de muscles au travers de tous mes clients, genre sur ce trimestre, tu vois. Truc assez drôle à faire. C'est une pression, c'est une motivation. Ouais, et du coup, c'est ça. pas un stress non plus, mais pour moi, c'est une pression positive. Et il faut ces éléments de pression que je traduis comme de la motivation et qui sont très différents du stress. Et oui, je reviens sur ce que tu disais, c'est ton corps qui te le fait savoir. Des fois, il y a des gens qui ressentent pas le stress. Moi, le stress, je le ressens pas physiquement. Je sens qu'il y a une pression, mais je le ressens pas physiquement. Et les peu de moments où des fois je peux me poser, du coup, là, je ressens des fois C'est ça. différents. Enfin, je ressens tout le stress qui revient un petit peu au galop, mais pas comme une boule au ventre, mais sous la forme de maladie, de fatigue ou ce genre de choses, quoi. C'est quelle, c'est la fille la moins stressée du monde. Incroyable. C'est incroyable. Enfin, non, c'est que le soir, quand c'est l'heure de dormir, elle oublie tout. Ah Je ouais. respecte, enfin, au point que des fois, elle dort tellement bien que je me demande toujours est-ce qu'elle est morte ou pas. Vraiment, C'est rare que C'est je incroyable. cogite. Enfin, j'arrive à couper. Tu vois, par exemple, même, Ok. je suis à la salle, voilà. c'est la salle. Je pense à rien d'autre. Enfin, je sais pas, mon cerveau arrive vraiment à faire la distinction. Et Donc, pour dormir, c'est très rare. Ça m'arrive de cogiter quand il y a de la pression, enfin, plus de la pression que du stress. Du coup, tu penses à plein de trucs. Mais j'arrive quand même à bien gérer ça. Donc, pour le coup, c'est bien parce que je dors bien. C'est hyper respectable. C'est-à-dire qu'on, Ah ouais. je sais pas, on a un appel avec le laboratoire, on va à la salle, on revient. Moi, à la salle, entre deux séries de pecs, je suis en mode, j'aurais dû dire ça. Elle est en mode, t'as mis combien de pecs? Je suis en mode, mais c'est incroyable. C'est trop, ouf. mais c'est une vraie Ouais. qualité que t'as. Ah non, Ouais, c'est je pas pense. mal. Je pense que ça aide. Ou même, tu vois, quand elle déconnecte, elle déconnecte. Ah, clairement. Moi, des fois, je suis un peu en famille, le téléphone là et tout. Elle, non. Ouais. Et c'est Ah, et c'est une bien, vraie tu vois, que prouesse. tu sois comme ça. C'est pas mal. Pour revenir sur la salle de sport, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant quand on fait du sport. Moi, je fais du sport avec mon associé, avec Gérard, Qu'on qu'on salue. regarde peut-être. Salut Gérard. J'espère qu'il va regarder. J'espère bien. En gros, c'est un peu comme la torture. Dans le sens où
ou les négociations qui sont très, très, un peu énervées, quoi. En fait, il n'y a pas de bullshit. Quand tu mets ton corps sous pression, pour éliminer la pression et pour fuir de cette situation, ton corps prend des raccourcis. Si vous avez du mal à prendre une décision business, parce que vous hésitez ou que vous n'êtes pas d'accord sur un truc, essayez de vous poser la question au milieu d'une grosse série de triceps à la corde, tu vois. Je peux te dire qu'en fait, il y a tellement de stress, de machin, que ton corps se dit, OK, il faut prendre une décision la plus rapide, la plus évidente. Et Il boum, prend une décision ouais. très rapidement. Et les discussions business au travers des séances de sport, pour moi, sont les meilleures, parce qu'en fait, on élimine tout le bullshit. Ouais. Et c'est un peu comme, là, j'ai fait un podcast qui s'appelle Spicy Talk, avec François. Je crois qu'on a vu passer c'est le truc avec les piments. Là. Avec les sauces piquantes, Ouais, voilà. exactement. Et en fait, ça a un aspect un petit peu élixir de vérité, si tu veux, où en fait, ça brûle tellement que ton corps prend des raccourcis sur tout. Et en gros, c'est zéro bullshit. Et c'est là où François s'amuse à nous poser des questions bien deep, personnelles sur le business, sur le perso, sur le machin. Et en fait, du coup, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus rien. Et ton cerveau prend des raccourcis. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on fait en entreprise quand on est une start-up. On est tout le temps en danger. Et le point le plus important pour moi, pour nous, pour une startup, pour survivre, c'est la rentabilité. Et c'est, pour moi, ça un petit peu le cœur de l'entrepreneuriat, c'est quand on ne lève pas de fonds et qu'on investit dans sa propre boîte, on sait que demain, on peut tout perdre. On sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut rajouter des millions. Et la peur de perdre, ça te force à prendre les bonnes décisions pour ta boîte. Et ça passe au travers de la rentabilité. Et c'est un peu comme les sauces piquantes. C'est tu vas au plus vite pour survivre. Tu vas le plus évident pour survivre. Tu vas au plus évident pour ta boîte pour survivre parce qu'on est une startup, qu'on est en danger et que si demain on a tout perdu, eh ben on a tout perdu. Donc, petit parallèle intéressant sur les discussions qu'on peut avoir à la salle de sport. Je trouve que c'est très bon pour le business. Et du coup, là, tu parlais d'objectifs, de chiffres. Combien ça vise cette année Boku? Donc, Boku, pour faire un petit peu d'historique, en année 1, on a fait 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme pour une première C'est année. sympa, ouais, c'est très cool. J'ai commencé en lançant une campagne sur Ulule de crowdfunding où j'ai fait 350 000 euros. C'est la campagne la plus financée de la catégorie santé bien-être. On a prévendu genre 4 800 produits, je crois, quelque chose comme ça. Depuis, le record a été dépassé par Inga. Ouais. C'est pas vrai. Benjamin, ouais, ils ont fait une campagne de 6 mois. Nous, on a fait une campagne d'1 mois. Donc, une petite différence, mais bravo à eux, ils ont fait un super boulot. Et donc, année 1, 1,8 million. Année 2, 7 millions. Donc, cette année-là, 2023. Et année 4, si tout se passe bien, on devrait tourner entre 12 et 15 avec le lancement notamment du B2B. Et le développement de notre gamme, d'autres produits, l'avant, plus haut de gamme, etc. Ok, t'aimerais vendre un jour Boku ou c'est ton bébé pour toujours et faire un empire? C'est une bonne question. Dans tous les cas, on n'appellerait pas ça un empire, mais on veut plutôt une grande famille. En fait, moi, je veux avoir vraiment un impact sur les gens, sur la France. Et je vais pouvoir me retourner dans 30 ans et me dire que Boku est toujours là, que je sois dans Boku ou non. Et me dire qu'on a fait la différence sur plein de points. Me dire qu'on est dans des hôpitaux, dans des EHPAD, me dire qu'il y a des personnes âgées qui utilisent nos produits et que ça leur change leur quotidien, me dire qu'il y a des personnes qui ont des maladies chroniques, genre maladie de Crohn typiquement, ça leur change le quotidien, des femmes qui peuvent avoir des infections urinaires à répétition, des cystites, et juste des personnes qui ne supportent plus le PQ et qui ont envie de faire des économies, et juste des personnes qui veulent sentir mieux, être plus propres. Moi, j'ai envie de faire un impact, j'ai envie d'économiser des millions et des millions d'arbres, des milliards de litres d'eau. D'ailleurs, on a dépassé là récemment le milliard de litres d'eau d'économiser grâce à Boku. Parce qu'il faut savoir que dans un rouleau de PQ, on utilise jusqu'à 178 litres d'eau pour le fabriquer. Parce que le rouleau de PQ est fabriqué à partir de pâte à papier. Et la pâte à papier, c'est plus de 97% d'eau. Donc en fait, c'est une aberration industrielle pour fabriquer du PQ, au-delà de tous les arbres qui sont découpés pour. En fait, c'est un truc vieux comme le monde qui n'a pas évolué depuis 40 ans. Et du coup, on a dépassé le milliard de litres d'eau, donc on en est très fiers. Et on a envie de continuer à avoir un super impact sur l'environnement et sur la vie des gens. Donc revendre Boku un jour, peut-être. Moi, j'en ai pas l'envie aujourd'hui. On veut tout exploser. Il y a encore trop de trucs. Et puis, c'est tellement passionnant. Je me marre tellement avec. Enfin, on se marre, tout le monde se marre. Nos clients se marrent, nos équipes se marrent, même mon comptable se marre. Donc, pour qu'un comptable se marre dans une boîte, il faut vraiment le faire, tu vois. Donc, en vrai, on est trop content de l'aventure et on compte bien la continuer encore un moment. Ouais, bah, je pense que t'as tout dit là-dessus. Ouais, c'est incroyable, magnifique. Non, mais nous, c'est pareil. Ouais, c'est la question que j'avais posée. Et vous, alors? Nous, on a trop de trucs à créer. On s'imagine pas la vendre un jour, sachant que pour l'instant, c'est que le début en plus. Mais comme tu dis, c'est qu'il y a une vraie mission de vie derrière. Nous, on veut aider des milliers de personnes à avoir une meilleure santé. Donc, Millions. Ah, des millions, des milliards, s'il faut, dans le monde entier. Et du coup, c'est tellement une mission de vie je sais pas, c'est rien que tu mets toute ton énergie dedans. T'as tellement envie d'aider les gens que. Pourquoi la vendre? Enfin, tu vois, il y a trop de trucs à faire. C'est même pas une question d'argent, tu vois. Hier, on discutait, on dit là, quelqu'un, on lui piche le projet, il nous dit je vous rachète toute idée pour 15 millions. Je dis bah fais-le. Mais oui, en fait, non, parce que j'ai plus de projet de vie. Donc, c'est 15 millions contre ma mort cérébrale. Intéressant. Tu vois, et en fait, c'est même plus une question d'argent. C'est une question de c'est mon projet, tu vendrais pas ton gosse.
Bah, moi, je n'avais pas envie de vendre ma. Non, mais. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant Tu comme peux pas, parallèle. Et pourtant, tout le monde te dit, mais attends, mec, t'as juste mis une idée sur papier, t'as trouvé les labos, tu vends ça à 15 millions, c'est de l'or. Oui, mais je te vends la boîte, mon âme, mon futur, mon passé, ma parole, mes convictions. Donc, je peux pas. Regarde, attends, je vais te dire un truc hyper intéressant que j'ai dit à pas mal d'entrepreneurs. Bon, déjà, tout homme, toute femme a son prix. Il va falloir l'accepter un jour. Oui. 15 millions, peut-être pas, mais si on te propose 40, 50, là, tu peux pas me dire que tu vas pas penser au truc, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc, toute personne a son prix. Et même en tant que tous les deux associés, je vous invite à vous poser la question, si demain, on nous propose de racheter la boîte, pour combien on dit oui? Et c'est hyper important de se poser la question. Déjà, est-ce que tout le monde veut vendre de manière générale? Est-ce qu'on veut pas vendre? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il faut imaginer les plus extrêmes des situations pour être vraiment aligné entre associés. Je vous invite à le faire, c'est vraiment important. Pour demain, voilà, pour combien? Bon, je vous laisserai discuter tout ça plus tard. On a déjà discuté. Ouais, vous voyez communiquer là-dessus ou pas déjà? Vas-y. Non, aujourd'hui, encore une fois, c'est même pas encore créé. Enfin, c'est en cours de création, c'est en production. Donc, vu qu'on n'a rien sorti, moi, je me sentirais mal de vendre quelque chose que j'ai pas encore créé. Enfin, je communique dessus, on donne toute notre énergie sur ça. Donc, la vente tout de suite, non, parce qu'on a encore trop de trucs à créer. Mais c'est sûr que si, je sais pas, dans 5 ans, on nous propose 50 millions, forcément, tu réfléchis à 50 millions. Mais parce que tu peux créer d'autres produits. On te les propose ce soir. Ah, non. Ah ouais. Je pense que je pense que vous conscientisez pas la valeur de 50 millions. Je sais. Non, mais si. C'est fort possible. Si, mais ouais, non, je sais pas comment Non, mais dire. si, c'est ce qu'on s'est dit aussi. On a dit 50 millions, c'est tu prends 1 million et c'est 50 fois ça. Non, mais oui, c'est énorme. Mais je sais pas comment dire. Je pense que notre réponse, c'est philosophique, là. Plus que. En fait, il faut se poser la question de qu'est-ce que vous pouvez faire avec 50 millions. Mais là, je sais qu'il y a un prix et je sais que si demain quelqu'un arrive vers vous pour acheter votre boîte, ce sera en dessous de 50 millions et vous direz oui. Et c'est sûr et certain. Parce que si quelqu'un demain arrive vraiment avec une proposition. Oui, on n'est pas face au truc, donc là, on réagit comme ça. Mais... Parce que quand tu montes une boîte, à un moment donné, la revente arrive. Et donc, tu te poses des vraies questions. Et là, tu n'es plus dans tiens, 50 millions, 20 millions, 18 millions. Non. Tu poses vraiment les questions. Tu poses des questions raisonnables. Et en fait, chaque personne a son prix. Et là où je veux en venir, parce que vous me dites, c'est notre bébé et tout ça, Nutripreneur. Et là, je sens qu'on passe sur une boîte de cœur. Et c'est là qu'il faut faire un petit peu attention. Je vous explique pourquoi. J'ai plein d'amis entrepreneurs, de manière générale, et j'en ai certains d'entre eux qui ont essayé ou qui montent des boîtes, mais ça ne se passe pas toujours bien. Et ils s'y mettent corps et âme et portefeuille des parents, et portefeuille des amis, de tous ceux qu'ils connaissent. Parce que pour eux, c'est le projet de leur vie. Oui. Et pour moi, ça devient un problème. Parce que du coup, tu prends plus de décisions objectives. Et en fait, c'est comme en publicité. Sur Facebook Ads, vous allez en faire, j'imagine. Quand une pub n'est pas rentable, même si vous avez mis 10 000 euros dedans, il faut arrêter de dépenser. Parce que c'est pas en en mettant 10 000 de plus qu'elle va être rentable. Ouais. Donc c'est comme en business. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, il faut cut. Et en fait, pour moi, donc il y a Nutripreneur, il y a Flavio, Meryl et Nutripreneur. Tu vois. Et en gros, Nutripreneur, pour moi, c'est une lune qui tourne autour de votre galaxie entrepreneuriale. En gros, vous avez ce que j'appelle une énergie pour entreprendre. Vous êtes capable d'entreprendre sur plein de sujets parce que vous êtes passionné, parce que vous êtes intelligent, vous savez faire du business, patati patata. Et Nutripreneur, c'est un projet parmi tant d'autres. Oui, bien sûr. Et en fait, si demain Nutripreneur meurt, mais la galaxie reste là. Oui, c'est pas... L'étoile, le soleil ne meurt pas. On est d'accord. En fait, vous êtes capable d'entreprendre. Et j'ai des amis, je lui disais, mais non, mais pour moi, cette boîte, c'est toute ma vie, tu comprends? Je lui dis, non. Si tu considères que cette boîte, c'est toute ta vie, c'est-à-dire que entreprendre, c'est toute ta vie. Mais donc si entreprendre, c'est toute ta vie, c'est-à-dire que c'est toi qui entreprends, c'est pas cette boîte-là. Peut-être que ta réussite entrepreneuriale ne se fera pas à travers ce projet-là. Il faut pas oublier qu'un projet, ce n'est qu'un projet. Ah oui, on est d'accord là-dessus. Et ça même si tu foires ce projet, ça ne biaise en rien ta capacité à entreprendre. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, donc si demain quelqu'un arrive avec un prix, soyez réceptifs. Parce que vous pouvez faire plein d'autres projets, sans doute autour de la nutrition. Et je sais que, de manière générale, vous êtes ouverts, vous n'êtes pas stupide là-dessus. Mais c'est intéressant. Voilà, mais c'est intéressant pour le rappeler peut-être aux ceux qui nous écoutent. On n'a pas qu'une idée, des bonnes idées, il y en a plein. Et il ne faut pas oublier que dans une vie, on peut faire plein de projets. Et c'est l'énergie, ta capacité à réussir, à succéder, elle est en toi, elle n'est pas dans un projet que tu as créé. Donc si tu as réussi une fois, tu peux réussir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ouais, parfaitement d'accord. En face. Mais justement, tu vois, tu parlais de galaxie d'associés. Toi, du coup, tu t'es associé. Est-ce que tu le connaissais avant de t'associer ou pas, Gérard? Ou tu l'as rencontré comme ça, ou vous avez dit, putain, attends, on a une petite idée, là, on peut faire un truc sympa? Non, je le connaissais pas avant Gérard. En fait, moi, j'ai monté beaucoup tout seul. J'ai fait la campagne de crowdfunding, grand succès.
Et là, ça a commencé à partir un peu en vrille dans le sens où, bon, bah voilà, il y a des centaines de milliers d'euros sur le compte, des milliers de produits à livrer, des milliers de clients à livrer. Et je me suis rendu compte que j'étais assez bon en tout, mais excellent en rien. Ouais. Et que si je voulais me donner les moyens de mes ambitions, il fallait que j'aille chercher des personnes plus compétentes, tout aussi compétentes que moi sur d'autres domaines. Et donc, je suis allé chercher mon Gérard. Et donc, la première chose à faire quand on cherche un associé, c'est d'en parler autour de soi. Et donc, j'en parle autour de moi. Je dis, voilà, j'ai monté Boku. Est-ce que tu connais des mecs chauds qui font de l'e-commerce, du machin, qui entreprennent? Et de contact en contact, on a fini par être mis en relation, Gérard et moi. On s'est rencontrés, ça a très bien matché. Et c'est comme ça qu'on s'est associés. Et alors, aujourd'hui, je dirais qu'on est quasiment meilleurs amis parce que on passe nos vies ensemble. Littéralement, je vois plus Gérard que quiconque. Je vois plus Gérard que je voyais mon ex. Enfin, je vois que Gérard dans toute ma vie, tu vois. Et d'ailleurs, les gens pensent des fois qu'on est ensemble alors que c'est pas du tout le cas. Non. C'est vrai? C'est très drôle, ouais. Euh, et donc, on est devenu très proches avec le temps. Et c'est important pour moi, ce yin et le yang. Moi, je suis le côté très créatif, lui, le côté très pragmatique. Moi, je suis le côté marketing, il est le côté performance. Je dis, mais j'ai des rêves, on veut faire ça. Il me dit, oui, mais moi, j'en ai d'autres et il faut être rentable sur ça. Donc, on trouve l'équilibre. Et c'est important qu'on ait des envies, des ambitions et des passions différentes. Et c'est comme ça, du coup, on fonctionne bien tous les deux, quoi. Est-ce que du coup, quand tu l'as choisi en tant qu'associé, tu l'as choisi du coup pour ses compétences, mais est-ce que tu pourrais, tu vois, t'associer à quelqu'un qui a un lifestyle, tu sais, un peu bancal? Par exemple, quelqu'un, tu vois, qui te dit, moi, pour décompresser, je suis obligé de faire 2-3 soirées où vraiment je me bourre la gueule à fond. Est-ce que tu pourrais t'associer à quelqu'un vraiment comme ça qui est trop instable? C'est pas l'entrepreneuriat, au contraire, tu as besoin de quelqu'un de stable qui peut même t'amener vers un équilibre. Intéressant. Déjà, il faut savoir que sans Gérard, il n'y aurait pas de Boku. Enfin, il n'y aurait pas de Boku comme Boku aujourd'hui, c'est sûr et certain. Boku, c'est vraiment le co-dirigeant. Boku. Gérard, c'est vraiment le co-dirigeant de Boku, quoi. Ouais. On est quasiment au même niveau. Et c'est marrant, il faudrait lui poser la question à lui, puisque je considère que c'est moi, la personne bancale, qui a besoin de faire des soirées à gauche à droite et de vivre des événements sociaux pour se ressourcer et pour se faire du bien. Il est beaucoup plus calme. Il est beaucoup, beaucoup plus calme. Oui. C'est vraiment l'inverse de moi. Alors, bien évidemment, il se détend et il se fait kiffer, mais beaucoup, beaucoup moins que moi. Il se retrouve au travers du sport, au travers de moments tout seul. Enfin, il a d'autres moyens de décompresser que moi. Et je pense du coup que c'est compatible. En fait, c'est qu'une question, enfin, pas d'éducation, mais il y en a qui se retrouvent au travers du sport, d'autres qui se retrouvent au travers de soirées, mais ça ne modifie pas leur capacité à être fonctionnel en semaine, à prendre des bonnes décisions. Donc je pense que c'est compatible. Je pense que c'est comme tout. Faut pas qu'il y ait trop d'extrêmes. Sinon, naturellement, ça part en vrille. Mais je connais des mecs qui sont jamais fixés sur un seul point, qui sont à gauche à droite tout le temps et qui sont excellents en business pourtant. Pourtant, on dirait que c'est des fous, quoi. Ils sont visuellement pas d'une stabilité énorme, alors qu'à côté de ça, ils arrivent à vraiment faire du super business et du super boulot. Pourtant, les mecs sont désorganisés à possible, mais ils sont quand même performants et pertinents. Donc, je pense qu'il faut avoir une construction un petit peu du cerveau spécifique pour réussir à bien entreprendre et que tout ce qui se passe autour, c'est de l'option, quoi. C'est sport, soirée, machin. T'as des mecs qui sont dans une santé pitoyable et qui arrivent à faire du super bon business, alors que t'en as qui ont une super santé et qui n'arrivent pas à être bons en business. Donc, pour moi, c'est quand même pas mal décorrélé. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les compétences à prendre en compte, bien sûr. Ouais. Oui. Et toi, tu pourrais t'associer avec un ami, par exemple, parce que Gérard, je ne le connaissais pas. Tu en as parlé, on te l'a fait rencontrer, mais est-ce que tu pourrais t'associer avec un ami ou J'ai essayé de travailler avec des amis, une ça copine, s'est peut-être? toujours mal passé. Ouais. Franchement, avec mon ex, on essaie de travailler ensemble, Ouais. ça s'est toujours très, très mal passé. Ah ouais? Ouais, c'est très mal passé. Mais en fait, le problème, j'ai toujours pensé que je devais trouver mon alter ego en termes de femme, donc entrepreneuse. Mais en fait, tu peux pas mettre deux personnes à forte personnalité vraiment ensemble. Tu peux pas mettre deux leaders ensemble, parce que deux leaders, ça pose toujours problème. Et chacun a ses ambitions, chacun a ses convictions, et ça crée naturellement de la friction. Du coup, ça a toujours posé problème dans les projets qu'on a pu faire ensemble. Donc, bosser avec un ami ou une copine, moi, j'ai jamais réussi à bien le faire. Aujourd'hui, je ne veux plus travailler avec mes amis. Ouais. Parce qu'il y a, en fait, au travers du business, malheureusement, il faut être très dur, très sec. Parce que si tu commences à mettre trop d'émotions dans le business, pour moi, du coup, tu n'es plus assez direct et tu prends plus les bonnes décisions pragmatiques pour la boîte, mais tu les prends de manière émotionnelle pour tes potes, pour pas leur faire de mal, pour pas leur faire peur. Et du coup, mais c'est pas les bonnes décisions. Donc, je préfère ne pas bosser avec mes potes, mais bosser avec des mecs que je connais pas et ensuite devenir pote. Parce que la relation de base, c'est le boulot. Et ensuite, il y a le pote qui se rajoute dessus parce que naturellement, on se fréquente comme avec Gérard et moi. Et Gérard et moi, on a cette capacité à être hyper bons copains, mais quand ça va pas et qu'il faut dire les choses de manière très crue, on le dit. Si j'ai fait de la merde, il va me dire William, t'as fait de la merde, c'est de la merde ton idée. Et s'il a fait de la merde, je lui dis Gérard, c'est vraiment pas bien. Donc, pour moi, j'ai du mal. Je vois qu'en tant que couple, vous arrivez à
à bien bosser ensemble. Je sais pas comment est-ce que vous voyez la relation de couple au travers du travail. Je pense que c'est soit ça passe, soit ça casse. Moi, en tout cas, ça a toujours cassé. Peut-être c'est dû à mon comportement de manière générale, à ma personnalité. Je sais pas vous comment vous voyez un petit peu les choses pour les amis et pour le couple. Je commence, parce que ma réponse, elle est faite. Pour le couple, nous, ça roule vraiment comme sur des roulettes. Ok. Genre pour tous les domaines, et on arrive bien à faire la dissociation. Et en fait, nous, la clé, tu vois, pour que le couple reste dans l'entrepreneuriat, c'est de toujours viser l'excellence pour qu'on soit toujours attiré par l'autre et que l'autre nous attire toujours. C'est-à-dire que si on commence à bosser depuis canapé, que moi je bosse en slibard, que tu vois, elle a un jog un peu troué, oui, le désir va partir. Mais par contre, comme on est tout le temps au max tous les jours, tu vois, par exemple, je sais pas, on va à la maison, on s'habille bien, mais il y a toujours ce côté de putain, elle est belle quand même. Et c'est ma meuf et je l'aime trop. Tu vois, il y a ce truc, donc il faut surtout rester, tu vois, avec des gros niveaux d'exigence. Pour les potes, moi j'ai l'inverse de toi. J'adore bosser avec des potes, mais je pense que c'est parce que je suis encore au début par rapport à toi. Et que là, en fait, j'ai besoin d'avoir des gens de confiance, tu vois, à qui je peux filer les mots de passe, tout ça. Mais je sais qu'il y a un moment où je vais changer ça complètement. Parce que ça m'est arrivé des situations où, tu vois, bah non, là, c'est pas, mais il faut que je te le dise, mais c'est quand même pas terrible. Oui, ça peut briser quelque chose, comme tu l'as dit. C'est sûr qu'une amitié, tu n'oseras peut-être pas dire les choses. Ou si tu les dis, tu sais que ça va avoir un impact sur ton amitié. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, on a un pote qui nous aide un peu à bosser. Et en fait, c'est un pote. Et en fait, de l'extérieur, il a ses business, tout se passe bien. En fait, c'est un mec assez flemmard. Et je me dis, putain, merde, je l'avais pas vu. Mais du coup, comme il en a conscience, il l'a compris assez facilement. Mais du coup, moi, je pense qu'il y a un moment où je vais arrêter de bosser avec des potes et peut-être avoir plus ta vision. Mais j'aime bien, moi, l'idée de me dire, putain, j'ai une grosse team, une belle équipe. Genre, il y a une notion de confiance aussi. Ouais, franchement, moi, pour le business, j'ai moins confiance en mes potes qu'en des personnes que je paye pour bosser. Je t'explique pourquoi. En fait, quelqu'un que tu payes pour bosser, tu payes, voilà, mettons 2000, 3000 euros. En fait, il a une rigueur, il sait qu'il n'a pas le droit de faire pas de côté, sinon il sera plus payé. Tu vas dire au revoir, c'est un freelance, c'est une agence et tout ça. Donc, il sait qu'il doit respecter une certaine rigueur. Il ne se permettra pas de faire certaines choses que tes amis vont se permettre parce que la politesse, parce que le respect, parce que le contrat. Tandis que quand c'est un pote, en fait, comme il te connaît, tu me parles de mot de passe, il se dit, tiens, je checkerai bien sa boutique Shopify pour voir combien il a fait aujourd'hui. Il se permet de le faire parce que son ami, il se dit, ça va. Mais ça va, aucun prestat ne se le dira. Aucun associé, aucun employé se dira, ça va, je le connais bien. Ça va, c'est mon pote avant tout. Ça tu va. vois, genre ça va, c'est pas bon. Et ça va si j'arrive 5 minutes en retard. Ça va s'il n'y a pas tous les trucs que je devais lui rendre. Ça, un prestat, jamais se dira ça. Parce que il n'y a pas écrit ça va dans le contrat. C'est je veux tant de trucs pour tant d'argent que je te paye. Donc il n'y a pas de ça va. Et c'est pour ça que pour moi, oui, peut-être quand tu commences ou quoi, avec les potes, c'est OK de bosser, mais plus tu grandis, moins ça l'est pour moi. Et tu verras que moi, à mon point de vue, j'accorde beaucoup plus aujourd'hui de confiance à des prestataires que je paye parce qu'ils sont rigoureux, parce qu'ils m'ont été recommandés qu'à mes amis. Oui, non, mais t'as parfaitement raison sur ça. C'est plus, je sais pas, presque une philosophie qui est de... Au début, c'est cool. Tu vois, on a une agence qui nous fait toute la com, le marketing. Et en fait, Lazare fait que c'est des potes. Mais oui, mais c'est plus des potes maintenant parce qu'on les connaît. Oui, en fait, on connaissait. Il faut que la baseline soit pro. Moi, je me verrais pas travailler avec mes amis, par exemple. Après, peut-être parce qu'on n'a pas du tout les mêmes modes de vie. Donc moi, là-dessus, pareil, je me vois pas le faire. Par contre, avec toi, c'est que c'est différent. On est tout le temps ensemble, donc voilà. Et puis, on est complémentaires, donc aussi, c'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui. Et comme toi, tu disais, t'es le créatif. Le créatif, c'est Flavio. Le terre-à-terre, c'est Gérard et c'est moi. Parce que c'est ce qu'il faut. Non, mais c'est vrai. Mais c'est exactement ça. T'es obligé. Enfin, si on était deux créatifs, ça aurait pas pu marcher. Si on était les artistes créent pour eux, ça vend jamais. Les commerciaux savent pas créer. Et du coup, ils peuvent pas vendre ce qu'ils. Enfin voilà. C'est le même équilibre. Et je pense que pour nous, c'est ce qui fait que ça marche aussi. T'as dit que t'étais rêveur. Je pense que ça doit être pareil. Moi, en fait, j'ai des plans sur 1500 ans. Mais en fait, il faut les appliquer. Et en fait, moi, mon rêve, c'est d'avoir plein de gens, tu vois, qui exécutent super bien pour leur dire, regardez, franchement, si on va là, ça va être incroyable. Juste. Je sais pas comment on y va et j'ai pas spécialement envie de mettre les mains dans le cambouis. C'est d'avoir les idées juste, tu vois. De dire oui, non sur WhatsApp aux décisions et dire. Je comprends, mais il faut. De toute façon, vous allez passer dedans maintenant. Il vous faut comprendre comment je passe de l'idée géniale à comment je la mets sur le marché. Bien sûr. En fait, au début, c'est important que vous mettiez les pieds dedans, les mains dans la merde, littéralement. Plutôt dans mon cas que dans le vôtre, mais c'est important de le faire. Parce que du coup, une fois que vous comprenez tout, vous comprenez
comment fonctionnent les emails, comment fonctionne l'acquisition, comment fonctionnent les publicités, comment fonctionne le site web, comment fonctionne le packaging, la supply chain, c'est les sûr. impôts, les machins. En fait, quand vous allez payer des gens pour qu'ils fassent ce boulot-là, vous allez savoir s'ils sont bons, Oui. vous allez tout Ah bah, comprendre c'est de clair. manière instantanée. Mais tu te fais pas entuber. Hein. Le SAV, pareil, c'est à vous de le faire au début. Ah, on fait tout. Mais nous, Nous, en on fait, fait là, on tout. fait tout. Hein. Bah ça, oui, je sais, mais, et ça, c'est super. On fait Et tout. une hein. fois que vous aurez maîtrisé tout ça, là, vous allez pouvoir engager, vous allez pouvoir déployer et prendre juste les bonnes décisions stratégiques parce que opérationnellement, vous avez mis les mains dedans et vous savez comment ça fonctionne. Ouais. Et moi, beaucoup au début, je passais 5-6 heures par jour juste à répondre à des emails et à des commentaires sur Facebook. 5-6 heures. Et après ça, je devais gérer le reste de la boîte. Mais comme je l'ai fait, ça m'a permis de... Enfin, je pense que la période où beaucoup a plus changé, c'était à ses débuts, quoi. Et en un mois, il y avait des changements incroyables qui étaient faits parce que j'écoutais le marché et j'écoutais ces retours-là grâce aux emails, grâce aux commentaires sur la page Insta, sur la page Facebook et tout. Donc c'est hyper important. Mais je comprends, des idées, on en a 1001 et il faut se structurer. Parce que à mettre 10% d'énergie sur 10 idées, bon, bah, en fait, on fait pas grand-chose. On se met 100% sur une, 100% sur l'autre et tout ça. Mais moi, je comprends un peu cette frustration que vous avez on sent qu'on a de l'or entre les mains, mais on sait pas comment la propulser à 100% sur le marché. Ça, c'est compliqué. J'ai tellement d'amis, enfin, pas tellement d'amis, mais on a pas mal de connaissances avec Gérard qui sont dans le même cas. En fait, ils ne savent pas. Enfin, ils commencent à avoir des prémices de bonnes idées, de bonnes brands, de bons produits, mais ils ne savent pas exécuter. Ouais. Et ils me disent, ah, mais toi, mais comment t'as fait pour savoir, pour comprendre? Mais on savait pas, mais on l'a fait. Aujourd'hui, avec Gérard, on sait que si demain on remonte une boîte, bah, en fait, on sait comment ça fonctionne mécaniquement. On sait opérer. On sait, ok, t'as une bonne idée, mais on sait comment est-ce qu'on peut arriver à vraiment la vendre et à monter une boîte de ouf avec ça. Mais pour le savoir, il faut y passer. Faut essayer. C'est con, mais il faut y clair. passer. Ouais. C'est avant de coacher des gens, faut avoir pris du muscle, tu vois. Faut avoir étudié, tu vois. Faut avoir l'étude de la nutrition, le corps humain et tout. Sinon, tu peux pas. Tu peux pas. Ah, mais c'est sûr. Mais du coup, tu parlais du couple. Toi, pour toi, comment tu vis justement ça, le couple avec ta start-up, beaucoup qui quand même commencent à faire beaucoup. Est-ce que tu arrives à gérer le côté pro, le côté perso ou c'est compliqué vu l'ampleur que ça prend, vu tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure? Bah, tu me demandes quand je vis le couple, bah, je le vis pas. Ouais. Pas depuis que tu as beaucoup, rien? Non, mais moi, quand même, il faut savoir que je suis resté 9 ans avec une fille Ok. qui m'a quitté après les 1 an de Bocu, quasiment au bout d'1 an que j'ai monté Bocu. Et en fait, je pense que aussi la rupture est intimement liée à ma disponibilité au-delà de physique, mentale, simplement. C'est-à-dire que quand tu montes une boîte, tu mets corps, âme et esprit, quoi. Et en fait, bah, ton cerveau, il a 100% d'espace de stockage. Bah, en fait, ta boîte prend de plus en plus d'espace de stockage et t'en as moins du coup attribué à ta relation. Parce que t'as ta famille, tes amis, t'as machin, t'as le sport et tout. Bon, bref. Et en fait, il y a forcément des piliers de priorité qui se mettent en place. Et force est de reconnaître que je n'ai plus placé le couple au cœur de mes priorités à un moment donné. Et quand on sent moins d'efforts, bon, bah, la relation va moins bien. C'est comme ça que les gens partent. Ce qui est naturel, bon, ça arrive. C'est malheureux, mais ça arrive. Et aujourd'hui, j'ai quand même moins la motivation d'aller chercher des gens, enfin des personnes avec qui me mettre en couple, même s'il y a une envie, parce que je pense qu'on n'est jamais aussi heureux que quand on est à deux, tu vois. Enfin, pour moi, le couple, c'est merveilleux, c'est la meilleure chose. Moi, j'ai envie de me marier, d'avoir des enfants, c'est vraiment un truc dont j'ai envie. Mais force est de reconnaître que c'est difficile aujourd'hui pour un entrepreneur qui bosse à fond de trouver des personnes pour plusieurs raisons. La première, c'est une question d'alignement d'idées et de compréhension de lifestyle. C'est-à-dire que nous, on se comprend de manière très générale sur nos envies, nos besoins, nos problèmes, nos urgences, parce qu'on est entrepreneur. Mais fréquenter quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, il y a un gap énorme, en fait, en termes de style de vie, quand tu es employé vs quand tu entreprends. Et ce gap énorme-là à remplir, ça peut être un petit peu compliqué. Dans l'esprit des gens, de comprendre que mon ambition, c'est de faire tant, c'est d'atteindre tant, de faire ci, de faire ça. Du coup, je me mets une énorme pression pour le faire. Et quand je parle de mes ambitions, du coup, ça crée aussi un sentiment de « Ah bah, je me sens un peu comme une merde à côté ». Ça déprime un petit peu les gens et ça peut un peu faire peur. Du coup, ça peut un peu faire fuir, ce que je peux comprendre. Mais de l'autre côté, quand je cherche des gens trop entreprenants, des filles entrepreneuses, bah, en fait, c'est des personnes comme moi. Et du coup, ça matche pas parce que... Enfin, ça matche pas parce que... Enfin, au début, ça fonctionne souvent très bien au début. Puis après, on se rend compte que c'est 2 électrons libres qui vibrent très, très fort. Et du coup, ça pose souci parce qu'il y a trop d'énergie, trop de trucs, trop intense. Et je pense que les entrepreneurs font partie des personnes les plus intenses aussi dans les relations. Et du coup, 2 personnes très, très intenses, ça peut être explosif. Ouais, donc dans les 2 cas, pour toi, c'est très compliqué. Même si tu cherches pas, même si tu rencontres des gens dans les soirées, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, c'est... Bah, je cherche, je tente toujours parce que j'ai envie de me mettre en couple, mais je me rends vite compte que ça fonctionne difficilement. Donc peut-être que quand j'aurai plus de temps à attribuer à ça, j'y arriverai mieux. En fait, aujourd'hui, force est de reconnaître que j'ai d'autres focus, et le focus, c'est ma boîte, quoi. Et voilà.
Mais justement, tu cherchais peut-être quelqu'un qui a le même mindset, les électrons, tu dis des électrons libres, ça fonctionne pas. Est-ce que tu n'irais pas justement à l'inverse opposé, c'est-à-dire, par exemple, tu rencontres une fille, elle te dit, voilà, je suis prof des écoles, tu sais qu'elle, sa vie, elle est quand même plus stable, c'est carré, il y a les vacances, c'est comme ça, c'est précis. Quelque chose qui te plairait justement d'avoir l'exact opposé. Elle a l'air de dire que non, mais... non, mais ça pourrait, parce que si elle te comprend et qu'elle te soutient... Oui. Non, mais ça fait tout, c'est sûr. Au début, du coup, je pensais qu'il me fallait mon alter ego et que c'était... Voilà, alors, justement, l'inverse des opposés s'attire. Je cherchais des personnes vraiment comme moi. Je me disais, ouais, je suis entrepreneur, machin et tout. Et j'en ai fréquenté, ça s'est mal passé. Et un jour, un peu par hasard, j'ai fréquenté une fille totalement différente. Genre l'opposé de tout, de tout ce que je pouvais penser. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Elle m'a fait découvrir plein de choses. Et donc, c'est pas les opposés s'attirent, mais en fait, pour moi, les opposés sont complémentaires. Et elle se nourrissait de moi et vice-versa. Et je me nourrissais beaucoup de ses points de vue, de ses expériences, de ses envies. Mais là où je me suis confronté à un mur, c'est dans les envies de bouger, de vivre ailleurs, de voyager. Moi, j'ai envie d'aller vivre 6 mois là, 1 an là, en bossant toujours sur Boku, monter plein de projets. Les cerveaux d'entrepreneurs sont vraiment frivoles. Et quand tu es dans le salariat, c'est un petit peu l'inverse. T'as pas cette mentalité-là. Et du coup, je suis à un stade où, en fait, j'ai quand même besoin de me projeter un minimum. Et sur des relations où je vois vite le plafond, ça me motive pas tout à fait à aller plus loin. Et je préfère couper court par respect pour l'autre, pour pas lui gâcher du temps ou quoi que ce soit, et avancer. Donc, mais c'est vrai que c'est pas ce vers quoi je me dirige de manière générale, mais c'est a priori ce qui fonctionne le mieux des personnes plutôt différentes de moi. Ouais, je comprends. Ok, c'est un point de vue. Hein. De toute façon, vous savez combien de temps vous êtes ensemble ? Ça va faire 4 ans. Pas mal. Ouais, bravo. Ça commence à faire. Nous, quasiment 6 mois après s'être mis en couple, on avait déjà commencé un business ensemble, e-commerce. Okay. C'est du bois, ça marche bien. Bon, c'est une première étape. Et puis après, on s'est dit, je pense qu'on est bien fait pour être ensemble. On a continué et ça marche toujours. Tu m'as toujours connu entrepreneur aussi. Oui. Même si à l'époque, c'était vraiment pas le même niveau. Voilà, les envies étaient claires dès le début de mon côté. Oui. Donc, tu vois, il n'y avait pas de... Ah, vous avez de la chance d'avoir été aligné dès le début. Hein. Oui, c'est pas évident non plus. Souvent, parce que vous êtes connu jeune aussi. Donc, Oui, tu changes. 19 ans, elle avait. Ouais. T'étais pas loin. Moi, j'avais 20 ans, mais... Non, mais c'est vrai que du coup, en plus, à cet âge-là, tu peux changer assez rapidement, même surtout ton point de vue sur la vie, etc. Ouais. Et au final, non, ça avait bien marché. C'est l'inverse. Des fois, on pensait pas pareil, puis après, on s'est dit, bon, en fait, c'est vrai que... Ah, puis ouais, tu vois. Franchement, maintenant, on fait même plus les rendez-vous business ensemble, parce qu'on sait qu'on va penser à la même chose. Intéressant. Ça, c'est bien, ça. Mais genre, tu pourrais dire c'est risqué et tout. Franchement, t'as pris quoi comme décision ? T'aurais pris laquelle, celle, ça ? Ok, je sais ce que j'ai pris. Super, merci, à la toute. Tout à l'heure, t'as parlé un peu t'as parlé d'entourage, que c'était hyper important. Là, on le voit aussi que c'est hyper important. La famille, pour toi, t'as commencé à dire que de toute façon, tu voulais fonder une famille. Ta famille à toi, est-ce qu'elle t'a vraiment aidé pour propulser Boku ? Est-ce que c'était un pilier pour toi ? Elle m'a soutenu. Voilà, plutôt aidé dans le sens même inconsciemment. Elle m'a soutenu, on va dire, psychologiquement. Enfin, c'était pas une étape dure à traverser, hein, mais... Non, mais au moins, ils étaient contents. Ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Alors, il faut savoir quand même, en gros, à la sortie de mes études, j'avais un CDI tout chaud de ready, de par mon alternance et tout ça. Et j'ai dit à mes parents, je vais pas le prendre. C'était en mode, quand même, CDI à 21 ans, 20 ans, ça dirait de considérer l'offre, quoi. J'ai dit non, j'ai le droit genre à 1 an et demi ou 2 ans de chômage, je sais plus, et j'ai envie de prendre ce temps pour n'avoir aucun regret. J'ai envie de tester, d'essayer des choses, d'entreprendre, de me casser la gueule s'il le faut, mais au moins j'aurais éprouvé le modèle et je n'aurais pas de frustration et pas de déception. Et après ça, si à la fin de mon chômage, j'ai rien trouvé, là, je trouverai un job comme un autre et ça se passera bien et je serai content. Et mes parents ont dit ok. Bon, voilà, t'es indépendant financièrement, t'as le chômage, le machin. Et au même moment, le Covid est tombé. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'était une bonne décision. Et de là, du coup, je passe 1 an et demi à pas tester des choses, mais à me former, à essayer quand même quelques business. Et à la fin de cette période-là, vraiment juste à la fin, j'ai l'idée de Boku, je commence à bosser dessus. Et donc ça a fait pile la transition par rapport à mes parents qui m'ont souvent soutenu. Je pensais que tu allais me poser une autre question par rapport je crois que tu allais me demander à quel point est-ce je place ma famille au cœur de ma vie. C'est une bonne question. En termes d'équilibre, c'est une bonne question parce que... Mais souvent, c'est une question qui vient à la place de tes amis, à la place de ton entourage dans ta réussite. Ouais. C'est une vraie question. Vous ne savez pas à quel point vous considérez que votre environnement vous a permis de réussir ou pas, à quel point vos parents ont pu 10 sur 10. Vous aider 10 sur 10. J'ai baigné dans l'amour toute ma vie. Et c'est ma force, l'amour. Okay. Je sais que moi, s'il y a un problème... Imaginons, je te dis une bêtise, c'est la honte.
tout se plante. Meryl me quitte. Elle se remet avec un mec. Donc vraiment, tout est visible. J'ai 100 000 euros de dette. Je vais à la maison. Je suis accueilli à bras ouverts. Okay. Donc moi, j'ai aucune pression parce que je me dis, même si tout se pète la gueule et que j'ai des dizaines de milliers d'euros de dette, dans le pire des cas, je come back à la maison. Je fais de l'argent, je rembourse les dettes et je repars à zéro. Donc il y a vraiment, en fait, je n'ai aucune... C'est à peu près pareil. Ouais, c'est tranquille, en fait, tu vois. Non, mais c'est bien. Et du coup, par rapport à vos potes, tu dis que tu as toujours été soutenu par rapport à votre entourage amical. À quel point ça vous a aidé? À quel point vous avez été soutenu? À quel point vous avez pu être compris? À quel point vous êtes écarté aussi de potes? Oui, bah, tu te rends compte forcément que quand tu prends des chemins, notamment l'entrepreneuriat, t'as pas forcément les mêmes visions, la même vision de vie que tes anciens potes, surtout quand tu les rencontres jeunes. Bah, forcément, t'évolues. Et que bah, tu perds des amis, mais au final, si tu les perds, c'est peut-être pas forcément des amis, tu vois, c'est peut-être la bonne chose. Ça se fait naturellement, c'est très bien, ça s'est fait, c'est ce qu'il fallait faire. Après, nos potes nous soutiennent quand même, parce qu'on a un groupe de potes communs. Nous soutiennent, donc c'est cool, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas la même vision que nous. Des fois, on se sent un peu incompris, parce que bah, on n'a pas les mêmes problématiques, forcément. Donc, tu essaies de leur dire des choses, mais ils ne comprennent pas. Donc, c'est compliqué. Tu essaies de discuter avec les gens parce que tu as besoin de soutien, mais du coup, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les problèmes. Donc, c'est compliqué. La famille, même si eux aussi nous soutiennent, moi, je rebondis sur la famille aussi, parce que mon père, pareil. Enfin, moi, j'étais vouée à travailler dans une grande entreprise, dans les achats, etc. Forcément, quand je dis non, papa, je ne vais pas travailler, l'alternance, c'est bon, j'arrête. Et après, stop, pas de CDI. T'es sûr, machin, etc. Parce que forcément, lui, il a toujours été habitué au modèle classique, études, salariat. Mais après, au final, je lui dis, ouais, je pense que t'as toujours cru en moi. Enfin, je me suis toujours dépassée pour réaliser ce dont j'avais envie. Et laisse-moi l'opportunité de le faire et tu verras, je vais y arriver. Au pire, c'est pas très grave, quoi. Je suis jeune, je peux reprendre un boulot, j'ai fait des études. Exactement. J'ai la capacité de rebondir, donc il n'y a aucun souci. Et il a dit, bon, ok. Et puis, du coup, c'est important. Même si, des fois, ils comprennent pas trop, les parents. On leur reproche des trucs, machin, les boomers, on se taquine avec nos parents. C'est tout sur les compléments alimentaires, pour eux, c'est quoi ça? Pourquoi prendre ça? Voilà. Quoi, pilule? Mais au final, on sait qu'ils nous soutiennent indirectement et directement, parce qu'on peut le dire, hein, ils nous ont même financé un petit peu pour les compléments, tu vois, un petit coup de pouce. Un petit chèque, Ouais, donc plaisir. Tu vois, qui fait toujours plaisir. Tu dis, bah, au fond, même s'ils sont pas forcément d'accord avec toi, ils sont quand même là pour toi et c'est hyper important. Absolument, quand même, ils te soutiennent. Donc, ça se compense, en fait, entre amis et la famille. Et puis, on rencontre d'autres mondes maintenant. C'est pour ça qu'on est à Paris, toi, d'autres personnes, on se comprend un peu plus. On parle la même langue. Hein. C'est ça, et c'est hyper agréable de parler avec des gens qui te comprennent. 1000%. Je pense que on peut pas scaler sa vie pro sans scaler sa vie perso. En fait. Et si tu veux évoluer dans le business, il faut que tu évolues socialement. Et si tu veux en année 1 si tu veux en année 3 faire beaucoup plus de sous qu'en année 1, bah, tu vas changer d'environnement de manière générale, tu vas pas prendre les mêmes décisions pour ton business. Et bah, du coup, ton entourage social va évoluer aussi. Si tu scales ta life pro, ta life perso t'accompagne. Et tu as des amis que tu vas, pour moi, naturellement laisser derrière, en tout cas pour un temps, parce qu'il faut que tu fréquentes d'autres types de personnes pour avoir d'autres types d'idées, d'autres types d'opportunités, d'autres types de contacts, d'autres types de réflexions, d'autres types de stratégies que tu pourras jamais avoir si tu ne scales pas ton environnement personnel. Et pour moi, la réussite absolue, c'est de réussir à scaler toute sa vie. Mais c'est hyper important. Et pour moi, les deux sont extrêmement corrélés. On dit souvent cette phrase-là, mais on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si t'es la personne qui a le plus apporté au groupe, c'est-à-dire que tu tires le groupe vers le haut et eux te tirent vers le bas. Par contre, si t'es le plus débile du groupe de 5, tout le monde te tire vers le haut. Toi, tu les tires un peu vers le bas, mais ça va, t'es le seul débile, on va dire. Donc, je fais attention, à titre personnel, à m'entourer toujours de personnes qui vont être plus performantes, plus pertinentes que moi, pour qu'elles me tirent vers le haut. J'adore transmettre, mais à transmettre, j'élève les autres, mais moi, en fait, je stagne. Oui, t'as besoin aussi qu'on te transmette. Donc, j'ai besoin qu'on me tire vers le haut. Et c'est ça ce que j'appelle scaler. C'est monter de cercles sociaux en cercles sociaux pour t'élever socialement, parce qu'on n'a pas idée. Aujourd'hui, je suis hyper heureux d'avoir beaucoup de potes entrepreneurs dans mon entourage. Et les idées qui naissent de ces discussions, de ces soirées avec eux, je ne les aurais jamais eues avec d'autres types d'amis. Et j'adore mes autres types d'amis pour ce qu'ils sont, mais j'adore mes nouveaux amis entrepreneurs pour ce qu'ils sont aussi. C'est exactement ça. Mais pour moi, c'est naturel. On n'a malheureusement pas les mêmes amis à 10 ans que quand on en a 30. C'est naturel, parce qu'on n'a pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins, c'est comme ça. Et c'est un peu une sélection naturelle. Et pour moi, il ne faut pas voir ça du mauvais œil. Ça se fait naturellement. Si tu es un sportif, c'est sain, ça reste sain. C'est sain, en fait. Et pour moi, c'est important de scaler les deux, de faire des choix.
Et si tu veux faire la différence avec ta boîte et pas rester dans la moyenne, eh ben, tu peux pas rester dans la moyenne aussi dans ton cercle social. Donc, il faut prendre des risques. Ça fait mal, c'est comme sa famille. Bah, ça arrive de moins la fréquenter. Ça arrive de s'exiler, on va dire, socialement pendant X temps. Mais derrière, c'est parce que si tu veux donner les moyens de réussir, il faut prendre une décision un petit peu difficile, quoi. Tu vois, une décision difficile, entre guillemets, c'est que là, on est arrivé à Paris il y a 10 jours. Ouais. Et on a pris 2 mois. Spoiler, je pense qu'on va faire un peu plus. Mais en gros, là, la semaine prochaine et la semaine encore après, il y a 2 annives de 2 de nos meilleurs potes à Bordeaux. Ok. Allez, retour Paris-Bordeaux, c'est pas si loin. Ben, tu vois, on s'est dit, ouais, mais faut qu'on soit un peu focus quand même là. Et juste, tu vois, prendre la décision de prendre le train, aller fêter la Nive. On s'est dit, une fois là-bas, faut voir la famille. Tu vas pas non plus faire la Nive et partir le lendemain matin. Donc, tu vois, on a pris la décision difficile de, pour la première fois, rater 2 annives de 2 de nos meilleurs potes. Intéressant. Et je dis pas que c'est genre insurmontable et que j'en ai pleuré plein de nuits, mais tu vois, c'est des petites décisions que tu te dis, je suis obligé de les prendre. Ouais. Et c'est important, je trouve, d'avoir des potes qui sont pas dans le business pour parfois en sortir. Mais c'est important aussi d'en avoir plein dedans parce que, tu vois, quand je leur ai dit, moi, cette année, l'objectif avec la boîte de coaching, c'est de faire un demi-million. Pourquoi tu t'en fous? Enfin, franchement, si tu fais, je sais pas, 10K par mois, c'est bon, tu peux vivre. Et là, et c'est là où tu te dis. C'est une différence de mindset de ouf. Et ouais, en fait, tu dis, je peux pas t'expliquer, en fait, ce que. Et donc, c'est vrai que, tu vois, même depuis qu'on est arrivé sur Paris, j'ai juste mis une story, plein de potes de la fac, on se voit quand et tout. Et je me dis, attends, mais mon énergie, elle va être. C'est pas que j'ai pas envie de te voir, c'est que l'énergie, elle est. Tu vois, l'énergie, elle est pas énorme. Temps, hein. Alors là, c'est un gros enjeu. Mais il faut choisir son temps. Voilà, et même, tu vois, dans ma famille, l'autre jour, j'ai de la famille à Paris, on allait là-bas, et ils ont rigolé parce qu'on est venu en Uber. C'était 30 minutes et le métro plus CRS, c'était 1 heure. Ça, pour une demi-heure, je fais une demi-heure, t'es ouf, c'est énorme. Aller-retour, ça fait 1 heure. C'est énorme. La différence, c'est considérable. Dans le Uber, t'es plus tranquille et tout. Et tu vois, ils se demandent, ouais, mais tu payes le triple. Je fais, oui, mais c'est pas grave. Parce que l'argent, c'est à un certain niveau, tu valorises plus ton temps. Oui, voilà, c'est bon, on est à ce niveau. Mais mais ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, effectivement. En 1 demi-heure de Uber, déjà, tu peux réfléchir, tu peux parler, tu peux bosser, tu peux faire plein de choses. Et ton temps, c'est ton temps. Et c'est malheureux, mais des fois, ça arrive que je choisisse aussi mes soirées. C'est quelle soirée va être la plus rentable de manière très générale. En termes de fun, en termes d'échange pro, en termes de ci, en termes de ça. C'est con, mais c'est un truc qu'on choisit naturellement. Au début, quand on est adolescent, c'est avec qui on va le plus rigoler, avec qui on va le plus se bourrer la gueule. Mais plus tu grandis, plus tu vois les choses un peu différemment. C'est comment est-ce que je peux optimiser mon temps, optimiser mes sorties. Et voilà, si tu sors... Enfin oui, on s'est compris, il faut faire des choix. Faire des choix. Pour après ne plus aussi avoir à en faire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à scaler tout ce que tu voulais scaler, ta boîte, tout tourne, tout est bien, bon bah là, tu peux revenir un petit peu aux trucs originaux, on va dire, à tes potes et à des fréquentations où tu dis, mais je veux juste kiffer pour kiffer. Je pense que c'est le but un peu de tout, c'est de pouvoir passer du temps avec sa famille sans avoir à se dire, ah, mais je n'ai pas d'argent, pouvoir passer du temps avec des potes sans se dire, ah, bah, ce pote-là, pas très rentable pour moi, tu vois, il fait pas grand-chose d'intéressant pour moi. C'est con, hein, mais c'est une vision où moi, j'ai envie de pouvoir plus du tout penser à tout ça et plus essayer de scaler tous les aspects de ma vie. Et ça, c'est très lié aussi à la liberté financière, tout ça, tu vois. Ouais, quand tu dis rentable, je pense que pour que les gens comprennent bien, c'est pas juste rentable en mode il m'a filé un contact, j'ai gagné de l'argent. C'est vraiment en mode est-ce que à la fin de la soirée, je me serais élevé en termes même est-ce que mon âme aurait été meilleure, tu vois, c'est un peu ça. Il y a ces trucs après quasi spirituels où tu vois, tu dis lui, je vais le voir. Tu vois, je prends un exemple sans citer le nom, on a une pote qu'on a rencontré, enfin qu'on a vu. Le hasard, elle était de Bordeaux, mais on l'a vu pendant notre trip, tu vois. Ouais. Et ça se passait pas trop bien dans sa vie, donc bah, tu l'aides un petit peu. Jusqu'au moment où tu dis, en fait, là, même l'aide, je vois qu'il n'y a pas de changement. Et vraiment, je dis à Meryl, vraiment là, on doit attendre que ça se passe parce que, on n'est pas assez darons, on a plein de choses à gérer. Et ça nous a happé une journée entière parce que on était avec elle. Et tu vois, on s'était pas rendu compte que c'était autant. C'est drainant. Ça demande énormément d'énergie. Ça te down de ouf, bien sûr. Et vraiment, les gens qu'on fréquente, c'est hyper important. Et je crois vraiment ce truc de fréquence que selon l'énergie que tu as, dans ils sont un peu trop aigris. Donc tu te dis, lui, tu le sens pas. Ça peut être une soirée rentable, mais là, d'un point de vue purement business. Mais pour toi aussi te remplir en termes d'énergie, il faut choisir les bonnes soirées. Nos potes à Bordeaux, les gars, je vous kiffe, mais ils sont toujours en retard. Donc en fait, nous, on organise parce qu'ils savent pas organiser. Les gars, je vous kiffe. Et du coup, tu vois, il y a ce truc on organise, machin, il est en retard. Lui, il a oublié d'amener ça. Et donc, en fait, la charge mentale, elle est en mode, ok, c'est quoi? Et cette année, pour la première fois, on a dit, on n'organise pas le nouvel an. Et donc, c'est bon, ils se sont débrouillés, ils ont trouvé un truc. Mais on a dit, on ne touche rien, parce que de toute façon, au pire, si on le fait que tous les deux, ça nous va.
Et ben ils se sont bougés. Incroyable. Ah, Ouais, c'est. c'est drôle. Bah là aussi, il y a un équilibre à avoir, on parlait d'équilibre, mais je pense que toi aussi, du coup, de ce que tu as dit, t'as pas les mêmes potes maintenant qu'avant et c'est trop important. Je pense que tant qu'on n'y est pas, on peut pas se rendre compte à quel point c'est important. Et même moi qui suis encore toute novice, je vois à quel point ça change tout. Oui, mais quand même, ça fait pas très longtemps que je suis dans ce milieu-là et Tu vas vite, c'est vrai. oui, je vais vite, mais du coup, faut savoir gérer, il faut pas savoir perdre trop de temps. Même si au début, tu as envie de tout faire, parce que tu te dis, putain, tout a l'air intéressant, même à Dubaï. Enfin, le problème de Dubaï, c'est qu'il y a des soirées tout le temps. Horrible. T'as envie d'y aller tout le temps, t'es complètement décalé, et au final, tu peux pas te focus à Dubaï. Franchement, ceux qui disent, on va à Dubaï pour se focus, c'est impossible. Il y a des soirées tout le temps. Du coup, tu te couches tard, tu te dis que tu veux te lever tôt avec le soleil, mais en fait, pas du tout. Tu te lèves tard, et bref, t'es tout décalé. Ça, vous l'avez un peu vécu, du coup? Ouais. Bah, en fait, à Dubaï, ceux qui arrivent à se focus, c'est qu'ils sont dans le top 0,1. Ouais. Et donc, en fait, Ils ont pas besoin de rencontrer des gens, quoi. Voilà, ils savent les soirées qu'il faut faire. Ok. Tu vois, par exemple, Après, vous êtes allé dans un mood de on veut rencontrer, on veut s'élever socialement, on veut faire des rencontres. Donc, c'est ce qui a été le fait. travail de se coucher tard, on va dire. Ça faisait partie du jeu. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais bon, à Paris, tu vois qu'il y a quand même cette énergie aussi. ouais, puis par contre, à Dubaï, il fallait aussi choisir les soirées. Ah bah oui. Ah, il y a ça. Putain, les deux sont bien. Tu vas où Tu vois, ça nous est jamais arrivé encore de pas aller à la même soirée en même temps. Ça fait être une strat, hein. Ah bah ouais. Nous, on se divise en soirée quand même. Oh bah oui, en soirée, on se divise. Ah oui, vous disiez, avec Gérard, on fait la même chose. Ouais. C'est ça, on reste pas ensemble. Tu vas là-bas, moi je vais là-bas. Les gens trouvaient ça intelligent, mais. L'anecdote à Mons, là. Ouais. Vas-y, raconte. Bah, on avait une soirée donc en Belgique et vraiment en fait c'était avec des gens un peu connus dans le business en ligne et du coup on avait pris le dîner privé donc on mangeait avec eux donc plusieurs tables. Bah, nous avec Flavio bien sûr il va à l'autre bout. En plus il met à côté de l'invité. Moi je me suis sur une table à côté de l'invité et en fait sur ma table il y avait un couple et en fait on discutait et je disais bah non moi mon copain est là-bas. Ah c'est super intelligent. Nous on n'a pas fait ça il était à côté. Ouais mais du coup on a 2 fois plus de contacts et ça nous a trop servi. Hein. Littéralement 2 fois plus de contacts. Et puis ça va, je peux passer 2 heures sans manger à côté d'elle, tu vois. C'est. Oui, j'imagine que ça va. Oui, on n'est pas à un point de. Mais c'est ça qui est intéressant parce que vous arrivez à être quand même. À mettre l'émotionnel un petit peu de côté dans ces moments-là. Et c'est beau de voir, je pense, un couple soudé professionnellement. Je pense que c'est une très grande force. Hein. Vous connaissez. En fait, il y a une confiance déjà qui est énorme entre vous. C'est très, très sain. Et puis, il y a cette vibe entrepreneuriale qui est là depuis le début aussi. Donc, pareil, je trouve que c'est super parce que vous avez réussi à vous avez scalé votre couple aussi au travers de vos boîtes. Et je pense que c'est très, très beau. Hein. Par exemple, tu vois, il n'y a pas de. On a un événement. Tu vois, par exemple, une fois, Meryl a chopé un très bon contact. Et c'était plutôt parce que je suppose que la personne te trouvait plutôt belle, tu vois. Ça fait partie du jeu, c'est OK. Pas de souci. Alors après, faut aussi poser les bases. Toi, quand t'arrives, tu dis salut, je suis le mec de. Voilà. Mais juste que, OK, il y avait un numéro à prendre, il était hyper compliqué à prendre. Ce mec se fait aborder par tous les mecs. Boum, t'as une fille qui lui parle, ce qui est moins le cas, tu vois, dans les événements business. On échange nos numéros, oui, on se capte là-bas. Et tu vois, en fait, les gens disent, mais putain, c'est pas que je vends ma meuf, tu vois, c'est juste, faut être stratégique. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça peut être dans l'autre cas. Un jour, tu vois, il y a une personne de 45 ans, c'est une femme, on veut le numéro. Bah, peut-être qu'un petit jeune de 24, ça va plus facilement passer. T'auras pas la putain, mais c'est la concurrence, c'est la relève. Ça montre que vous avez une sacrée maturité émotionnelle dans le couple et stratégique. Bravo à vous deux pour ça. Parce que pour plier son esprit à ce point-là, pour réussir à faire ce genre de choses et être OK avec, c'est pas chose simple non plus. C'est vrai que nous, c'est naturel, mais je pense que. Oui, pour prendre conscience de tout ça et l'appliquer, ça peut pas être facile. Vous êtes très lucide, mais c'est génial. Moi, je sais que dans mon ancien couple, jamais ça n'aurait pu passer. Que toi, t'ailles voir par exemple une meuf, oui, je vais dîner avec une. Et même sans doute vice-versa, si je dois être objectif. Donc, c'est franc. Ah oui. Ouais. Mais donc c'est super. En fait, vous êtes votre meilleure arme. Vous pouvez aller jusqu'au bout des choses sans aller trop loin non plus, mais c'est génial. Ouais. C'est un super pouvoir que vous avez là et il faut l'utiliser. On verra bien en tout cas. Tu nous vantes beaucoup, mais nous on voulait aussi te remercier, tu vois, publiquement, parce que pour les compléments, t'as été le premier gars à qui on en a parlé pour de vrai, qui a pris 1 heure de son temps quand c'était le rush de fou pour nous, en plein de Black Friday. C'est-à-dire, il n'y a pas pire saison. T'as pris 1 heure, voire même 1h30 avec ton associé Gérard pour nous donner plein de conseils. Donc c'est important aussi, tu vois, les gens, à travers des pubs rigolotes et une boîte qui fonctionne, se rendent compte que il y a un humain derrière. Voilà, il y a des putains d'humains derrière. Donc, avec grand plaisir. Sincèrement, on le fait très rarement. Avec Gérard, je le fais très rarement. Franchement, sur les centaines de personnes qui peuvent me contacter pour des conseils, on le fait très, très rarement. Mais ça m'arrive des fois quand il y a un bon feeling. Tu parlais d'alignement, d'atomes et tout ça. Quand il y a un bon feeling, que je vois qu'il y a du potentiel sur le projet et sur l'humain.
parce que t'as des humains de merde qui ont des projets géniaux, mais c'est des humains de merde. Et en fait, ils n'y arriveront jamais. Mais C'est le founders market fit aussi. Il n'y a pas que le product market fit. Je pense qu'à l'heure des réseaux sociaux, il faut aussi se dire qui c'est qui incarne la boîte qui fait. Boku, clairement. J'aurais pas pu le faire, par exemple, tu vois. Intéressant. Tu me donnes tout pareil. Je pense que moi, Boku, ça serait pas. Ça aurait été, même si j'kiffe tout ce que tu fais, ben, je sais pas si j'aurais été la bonne personne pour l'incarner. Voilà, tout simplement. Ah, mais oui, question de. Alors, c'est pas un market fit, c'est pas de. Ouais, founder fit. Founders fit. C'est hyper intéressant. Et du coup, c'était un plaisir. Moi, je pense que Nutripreneur, je pense que vous pouvez aller très loin et vous pouvez faire vraiment la différence en termes de qualité. Je pense que vous pouvez aller très très loin. Si vous donnez les moyens de vos ambitions et vous êtes plutôt bien parti, vous êtes bien. Vous êtes bien. Moi, j'ai confiance en votre projet. Franchement, j'ai hâte de voir. Ouais. Et tu vois, on s'est fait un call d'1h30, mais ma valeur, si on doit se refaire un call, et je pense qu'on en refera, je pense que je vous l'apporterai surtout quand vous aurez un peu plus avancé encore. Et quand là, opérationnellement, je pourrais plus vous conseiller et vous aiguiller là-dessus sur des décisions plus stratégiques aussi. Là, c'est encore le début. C'est hyper excitant. C'est que le début. Là, on attend en fait. On attend en plus que. Voilà. Ouais, c'est en prod. Enfin, voilà, on a validé les devis. Il faut plus enfin, c'est un peu la période où tu attends. Ouais. Puis une fois que ça va sortir, là, il va falloir mettre le paquet. Quoi. On reparlera volontiers business à ce moment-là, notamment. Avec grand plaisir. En attendant, on a un petit jeu pour toi. J'écoute. Tu dois peut-être le connaître, c'est le oui-non. Ok, ah bah oui. Apparemment, il t'a un peu. J'ai aperçu ça. Alors, en fait, c'est des questions. Tu dois répondre oui ou non, le plus vite possible. Tu as droit à un joker. Et après, si tu veux rebondir sur des questions, tu peux. À la fin, si tu as envie de rebondir sur un truc, on peut. Ok, allez, allons-y. Ok, je t'en prie, démarre. Donc, est-ce que les Français savent se laver le cul ? Non. Est-ce que tu es fier d'être français ? Oui. Fonder une famille, pour toi, c'est important ? Oui. Est-ce qu'actuellement, le couple, c'est une perte de temps pour toi ? Vite. Oui. Faut-il absolument s'associer ? Oui. Est-ce que l'écologie te préoccupe ? Oui. L'obésité est-elle une réelle maladie ? Joker. Est-ce que prendre du temps pour toi est une perte de temps ? Oui. Ne pas boire d'alcool veut dire ne pas profiter de sa jeunesse ? Non. Est-ce que tu es scatophile ? Non. Avoir plusieurs origines est un plus dans la vie, pardon. Oui. Est-ce que lire des livres, pour toi, c'est important pour réussir ? Non. Paris est la ville de rêve ? Oui. Est-ce que tu t'intéresses à la politique ? Non. Est-ce que tu voudrais vivre à Dubaï ? Oui. Alors, la dernière question, j'ai eu un nouille. Oui. C'est quoi en fait ? Parce que du coup, Paris, ville de rêve, t'as dit oui. Fier d'être français. Oui. Dubaï quand même. Oui, il faut essayer. Ok, essayez. Pour moi, c'est partir 6 mois à Dubaï, c'est comme ce que vous avez fait pour X temps. T'en ressors avec beaucoup de contacts. C'est pareil, c'est un moyen de scaler ta vie pro, ta vie perso. Il y a des choses que tu trouves à Dubaï que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Toi, franchement, mec, si t'y vas, bon, déjà, on a des gens à qui on pourrait te mettre en relation, mais surtout, t'y vas avec quelque chose de déjà connu. Donc, tu vas avoir ce strike, en fait, pour... honnêtement, tu vois, tu peux passer dans les gros podcasts qu'il y a là-bas. Intéressant. Tu vois desquels je parle. Ouais, je crois avoir un petit peu. C'est sûr que tu peux passer, parce qu'en fait, c'est la contrainte. Et tu vois, il y a, par exemple... on va prendre Margot Cunego qu'on a reçu sur le podcast. Ouais. L'épisode sort ce soir d'ailleurs. Tu vois, elle est allée à Dubaï, déjà connue. Elle a enchaîné les meilleurs podcasts. Pam, pam, pam. Ouais. Elle est revenue, vraiment. Masterclass de déplacement à Dubaï. Masterclass de déplacement à Dubaï. Là, c'est plus que rentabilisé pour le coup. Ah ouais. Donc c'est pour ça, moi, vivre à Dubaï pour vivre à Dubaï, non. Ça me chauffe pas plus que ça. Culturellement et tout, c'est pas mon délire. Mais par contre, y aller pour le business, pour un temps, très très chaud. Ouais. T'as dit que t'étais fier d'être français. Aujourd'hui, c'est un peu tabou dire ça. Ouais. Qu'est-ce que t'entends par être fier d'être français ? Est-ce que c'est parce que t'aimes l'État, le gouvernement, l'histoire, la culture, la gastronomie ? En fait, il y a d'abord une notion de respect. Je suis né en France, j'ai été éduqué malgré tout par la France, parce que m'a donné la France, parce que m'a donné l'État, parce que m'ont donné les enseignants. Et tout ça, c'est du travail. Enfin, c'est des choses qui m'ont été transmises parce qu'il y a des gens français qui ont travaillé dessus. Il y a l'État français qui a travaillé dessus. En fait, au début, je ne disais pas oui, je suis fier d'être français ou quoi que ce soit. Moi, je suis 50% italien, 50% français. Yes, et je suis très fier d'être italien aussi, mais pas au même titre que de ma fierté pour d'être français. Et je me souviens, j'étais à Paris, parce que je vis à Paris, quand Notre-Dame a brûlé. Ah putain, ouais. Et je me rappelle m'approcher, je voyais de la fumée au loin, je comprenais pas, on se rapproche, et je vois les premières flammes, et là, tu ressens quelque chose de très très fort. Ouais. Et je pense que tu ne peux le ressentir que quand tu es français. C'est-à-dire que tu vas dans un autre pays, un autre machin, tu vois un bâtiment brûler, bon bah, c'est un bâtiment qui brûle.
Par contre, si c'est ton pays, c'est toi qui brûles un petit peu avec lui, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, je ressens un truc que je pensais pas ressentir envers un pays. Pareil pour le confinement. C'est con, mais il y a un sentiment de regroupement où on est tous dans la même merde. La France est dans la merde. On a envie que la France aille mieux. Et je me suis senti unifié avec tous ces Français un peu enfermés chez eux et tout ce mal-être français. Et je considérais la France. Je m'inquiétais pour la France à ce moment-là. Et je me disais, waouh, c'est quand même incroyable ce que je peux ressentir. Et je me demande si demain, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'adore regarder des documents sur la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale et tout ça. C'est trop intéressant. Ouais. C'est hyper intéressant. Et pour moi, c'était les Français les plus engagés. Et si tu te projettes réalistiquement, tu te dis, putain, mais si demain on se fait envahir, tu te dis, putain, ma France se fait envahir militairement, ça fait mal parce que tu perds tout. Tu perds ton pays, tu perds ta liberté, tu perds ton style de vie, tu perds ta famille, tu perds tes amis, tu perds tout. Et c'est intrinsèquement lié à la France et au pays qui t'a élevé. Donc, avec le temps, j'ai réalisé que j'étais fier d'être français, pas pour le système de santé, pour ci, pour ça, parce qu'en fait, c'est simplement mon pays, c'est ma vie. Et j'ai envie de protéger ça, donc j'en suis fier. Ouais. C'est une magnifique réponse. Hein. Il y a des questions qui me sont venues. Il y a trop de choses, ouais. Se faire envahir militairement. Peut-être que là-dessus, on se fait envahir idéologiquement par, je sais pas, les États-Unis, la Chine. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. Tu as parlé de Notre-Dame. Je sais pas si Notre-Dame. T'as eu les... C'est symbolique aussi. Est-ce que c'est parce que c'est la symbolique Notre-Dame, la France, la religion ou... Voilà, est-ce que tu es religieux? Je suis chrétien, pas spécialement pratiquant, mais chrétien croyant. Ça va. Je pense qu'il y a un petit truc religieux, mais c'est Notre-Dame, ça va au-delà de la religion pour la France. Voilà, on est d'accord. Ça va au-delà de ça, ça va au-delà. Ça va au-delà de Jésus qui crame, quoi, en gros, franchement. Et il y a beaucoup de Français qui ont été touchés par Notre-Dame qui a brûlé, alors qu'ils ne croient pas du tout en Dieu. Oui. Donc, ouais. C'est marrant parce que du coup, on est tous les deux 50-50 français-italien. J'ai le même discours, je suis quand même plus fier d'être français qu'italien. Parce que tu as vécu aussi, voilà, comme toi, William, vous avez vécu en France, vous avez fait en France, donc tu as quand même plus ta vie en France qu'en Italie. Mais par contre, demain, tu vois, imaginons, il y a un pays qui envahit l'Italie et la France, genre, se déclare neutre. Je pourrais pas rester là en mode tranquille. Il y a quelque chose en moi qui me dirait, si je m'implique pas humainement dans ce conflit italien, il faut que je sais pas que je sois là en mode au moins pour financer des choses. Je pourrais pas le faire comme si tranquille, c'est que mon deuxième pays, tu vois. Oui, parce que ça fait partie de toi aussi. Mais tu serais prêt à t'impliquer humainement pour la France ou plus pour l'Italie? Non, pour la France, parce qu'en fait, j'ai un truc, moi, je m'entends pas si bien que ça avec les Italiens. Non, je te promets. En fait, je m'entends très bien avec les Franco-Italiens, mais avec les Italiens, il y a toujours, quand je parle, c'est où ils kiffent le fait que je sois France-Italien ou ils détestent. Genre, ils aiment pas et trop. moi, je suis du Sud et au Sud, ils aiment pas trop. Donc moi, il y a ce truc de, en fait, un Italien, c'est qui tout double. Donc alors qu'en France, quand tu dis t'es italien, dans 99,99% des cas, c'est oh génial, j'adore l'Italie. Donc il y a ce truc de, si jamais je devais le faire, ce serait pour l'Italie et pas pour les Italiens, alors que la France serait pour la France et les Français. Intéressant. Genre vraiment, je le ferais pour Rome, Palerme, Milan, tu vois. Je vois. T'es d'où, t'as d'Italie? Moi, je suis de Sicile, je suis de Palerme. Ah, mais je suis con, mais oui, comme moi. Sicilien aussi? Non, mais avec de Palerme aussi. Ah, bah, trop fort. Peut-être que nos grands-parents. T'as des grands-parents là-bas? Non, plus. Ok. Il y a des tontons, des oncles et tout. Mais ce sera intéressant. Mais. Discuter ça. Franchement, si tu veux te prendre 2-3 jours, peut-être tu fais un Paris-Palerme. Paris-Palerme, ouais. Bah, on verra, peut-être qu'on se croisera. Et toi, t'es de quelle origine? Française. 100% française. Tu pensais qu'elle avait quoi comme origine? Je sais pas, rousse aux yeux bleus, tu pensais à quelque chose? Non, franchement, je pensais pas. Je sais, j'ai pas de supposition, j'avoue. Non, française. Non, parce qu'on peut lui donner un peu pas mal de nationalités physiquement. Oui, du Nord, tout ça, mais non, française. Et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et très fière. Voilà. Ce qui est déjà pas mal, franchement, c'est tout ce que tu nous as apporté là durant ce podcast. C'était hyper cool. Tu mâches pas tes mots, donc ça fait plaisir. Pour clôturer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à William et à Boku pour 2024? Bah, William doit reprendre ses 10 kilos qu'il a perdus. Une meilleure santé. Mais avec un meilleur ratio graisse-muscle. À Boku, d'atteindre ses objectifs, de s'automatiser plus, de faire grossir ses équipes. Je me rends compte que j'aime de plus en plus placer l'humain. Je l'adorais avant, mais encore plus aujourd'hui au cœur de business, de créer de vraies relations avec les employés, avec les freelances, avec les équipes. C'est hyper important. La culture d'entreprise, au début, tu la mets un peu de côté parce que tu penses que croissance et tout. Mais tu te rends compte que tu scales surtout un business avec des talents humains. Ouais. En fait, si tu arrives à mettre si là, demain, je trouve un deuxième William que je mets dans Boku, la boîte explose. Et mon but, c'est de trouver plein de William. Mais je me rends compte que les William, c'est bien,
mais que les Gérard, c'est mieux aussi, que les Anne-Maëlle, c'est mieux, enfin, que tous les talents qu'on récupère sont aussi mieux, ils ont chacun des choses à nous apporter. Donc, continuez à placer l'humain au cœur de vos culs. Et pour 2024, voilà, encore plus de cul à laver, quoi, de manière générale. Tout ce qu'on aime. Oui, il en faut un peu pour me satisfaire. Et vous, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors? Déjà, tu peux nous souhaiter de te voir réussir, ça nous fera très plaisir. Quel plaisir. Tu peux nous souhaiter pas mal de choses, mais que, on va dire que Nutripreneur soit un succès et que le lancement qui est prévu au printemps se passe tellement bien que on puisse à la fois réapprovisionner et démarrer tout de suite le lancement des nouveaux produits parce qu'on a des idées de fou. Donc, le nerf de la guerre, ça va être l'argent. Ouais, je vous souhaite d'accumuler un maximum d'informations pour scaler l'année d'après encore. Ouais. Voilà. Ça encore plus loin, je vous souhaite de faire une bonne première année pour valider bien le projet et exploser derrière. Exactement. Voilà, c'est tout ce que tu peux nous souhaiter. C'est déjà pas mal, hein. C'est beaucoup. Donc voilà. Écoute, merci d'être venu. Ouais, merci ce beaucoup. Ce qu'on propose, c'est de faire une vidéo dans 5 ans pour voir un peu où on en est. C'est ce qu'on dit à tous nos invités. Wow. Rendez-vous dans 5 ans. Intéressant. Ça en passe des choses en 5 ans. On verra le ratio muscle-graisse. Dans 5 ans, on fait l'épisode torse nu. Ok. On voit si je peux faire 70 pompes ou pas. Hein, voilà, prochaine fois, concours de pompes. Intéressant. Merci de m'avoir invité. C'était un super moment. Je pense qu'il y a pas mal de sujets très différents qui ont été abordés, que j'ai rarement abordés sur d'autres podcasts. C'est avec plaisir que je les ai partagés avec vous aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup. Et puis rendez-vous la semaine prochaine sur Corps Esprit. Pensez à vous abonner. On vous mettra tous les liens de William, de Bocu en description. Puis à la semaine prochaine. Salut. Salut.